D'aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, la musique m'a toujours semblé être un art avec des frontières bien définies. L'électro ne se mélangeait pas au rock, le rap se dissociait de la pop, et chaque genre semblait suivre ses propres règles. Et même au-delà de la musique, je me souviens qu'à l'école, les fans d'un genre musical restaient plus souvent entre eux. Ils avaient leur propre code vestimentaire et, par exemple, on voyait jamais vraiment un fan de rock avec un baggy ou alors des tenues très colorées. Mais heureusement, au début des années 2000, certains artistes vont prendre des risques en mélangeant différents styles et ils vont bousculer les codes. L'artiste dont on va parler aujourd'hui est sans doute celui qui a le plus impacté le renouvellement du rap, le diversifiant à un tel point qu'il a contribué à en faire l'un des genres musicaux le plus populaire du monde. Considéré par certains comme un génie, un visionnaire, par d'autres comme une personnalité problématique, instable, aujourd'hui on va explorer l'univers d'un créateur dont l'influence va bien au-delà de la musique. Son parcours est marqué par de grands succès, des controverses et une détermination sans faille à rester fidèle à sa vision. Cette histoire, c'est celle de Kanye West, l'artiste rap le plus créatif du 21e siècle. Oui, aujourd'hui, on va parler de Kanye West, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai surtout envie de parler de sa vision artistique, de son influence, et j'ai pas envie d'être trop parasité par toutes ces controverses. Je vous préviens donc, j'ai donc volontairement mis un peu de côté ces polémiques pour n'en parler qu'à un seul moment. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo uniquement pour cette partie-là, allez-y directement, nous on va rester entre nous, parce qu'on va parler de musique. Avant de commencer cette vidéo, vous le savez, elles sont démonétisées, etc. Mais je suis toujours soutenu par des petits sponsors. Et le sponsor du jour est Oli. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qu'on peut voir comme une alternative au soda. Le principe est simple, tu as des shakers, des gourdes et des petits sachets à mélanger dans ton eau. Ça se veut plus écologique car moins d'emballage que les canettes évidemment, plus sain car pas de taurine, pas de sucre, les arômes et les colorants sont naturels, mais aussi meilleur à boire qu'un simple soda grâce aux antioxydants et multiples vitamines, dans les Ice Tea par exemple. Il existe 3 gammes, les Ice Tea, les hydratants et les énergies avec tout un tas de saveurs différentes. Moi ce que j'utilise c'est surtout la gamme énergie. Pendant une journée de travail, ça se plie très facilement, c'est pratique. Et surtout le truc le plus important dans ce genre de produit, c'est bon. Alors oui, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de taurine, mais du coup c'est quoi l'alternative ? C'est de la caféine cristallisée. Ça a un effet plus long terme, ils appellent ça la New Caf, et ça te permet d'avoir un focus plus longtemps, ça évite le coup de barre post-caféine. J'ai 2 codes pour vous. CEP5 qui vous offre 5 € de réduction si vous voulez découvrir, uniquement sur votre première commande, et le code CEP qui lui vous offre 10% pour toutes les autres commandes. À l'occasion du Black Week, Oli propose un concours original. Si jamais tu passes une commande sur le site, tu participes automatiquement à un concours pour gagner un camion de pompiers reconverti en van. Posez pas de questions, juste ça existe. Ça se passe sur cette semaine-là. Je vous mets un lien en description pour toutes les infos et les conditions de participation, à savoir que 10 € d'achat équivaut à un ticket, et que le gagnant sera contacté par mail. Bonne chance à tous. Tous les liens sont dans la description, merci à eux de me soutenir, et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Tout commence ici, dans l'état de Géorgie et plus précisément dans sa capitale, Atlanta. Donda Williams, alors professeur d'anglais à l'université, et Ray West, photojournaliste, vont entreprendre une relation amoureuse. Ray est quelqu'un de très engagé politiquement. Il a longtemps fait partie du Black Panther Party, le mouvement de libération afro-américain, et à l'époque, il travaille au Atlanta Journalist Constitution, c'est l'un des premiers hommes noirs à occuper ce poste dans un journal. Les 2 tourtereaux sont amoureux, et Donda tombe rapidement enceinte. Pour le contexte, on est dans l'Amérique des années 70, et avoir un enfant sans même être marié, c'est quasiment impensable. Alors, un peu dans la précipitation, Ray et Donda se marient avant de donner naissance à leur unique enfant, né en 77 et dénommé Kanye Omari West. Kanye, c'est un petit garçon agréable, mignon, rieur, mais un événement va bouleverser sa vie. Donda et Ray se sont mariés vite, mais peut-être un peu trop vite. 3 ans après la naissance de Kanye, ses parents vont prendre la décision de mettre fin à leur union. Donda West fait donc ses valises et emmène son enfant avec lui. Il quitte Atlanta pour Chicago et sa grande zone universitaire où Donda vient tout juste de trouver un nouveau poste de professeur d'anglais.
Elle va, à partir de ce moment-là, élever son fils seul, bien loin de Ray West, qui lui est resté à Atlanta. Et d'ailleurs, le père de Kanye n'aura plus de contact avec son fils pendant très très longtemps. Pour beaucoup, ça aurait pu être une période très compliquée, mais pour Donda, pas tant. Donda, c'est une femme forte, qui a un mental aussi solide que l'amour qu'elle porte à son fils. Alors cette situation va au contraire renforcer les liens entre Donda et Kanye, jusqu'à les rendre fusionnels pour le restant de leur jours. Donc c'est là que naît une relation mère-fils très très fusionnelle, et c'est aussi là que Donda va remarquer que son fils, il est particulièrement créatif. Alors certes, il dessine dès l'âge de 4 ans comme à peu près tous les enfants de son âge, mais chez Kanye, c'est différent. Il a un vrai besoin de s'exprimer, et ce besoin passe par l'art. C'est seulement à l'âge de 5 ans que Kanye aura écrit lui-même ses premiers poèmes. À côté de ça, Kanye baigne dans une éducation chrétienne grâce à sa maman, il fréquente des églises où il y entend pour la première fois de la musique, et il en devient rapidement fan. Vous le voyez venir, il y a un pattern qui se dessine au fur et à mesure des vidéos qu'on fait, mais bon, vous le sentez, la poésie, la musique, le rap. Il s'initie donc à ce genre musical très tôt dans sa vie. À ce moment-là, il n'a que 8 ans, soit l'équivalent du CO2 en France, et il découvre une chose qui le passionnera instantanément pour le restant de sa vie, la musique. Dans les années 80, aux États-Unis et donc à Chicago, il y a une culture qui est en pleine ascension, c'est le hip-hop. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Au plus loin qu'on puisse remonter, à 12 ans, on a des traces de Kanye qui rappe. Et on sait aussi que Kanye se met déjà à composer ses propres musiques sur ordinateur, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, et qu'il est aidé par quelques-uns de ses futurs mentors, comme No ID et Doug Infinite. How did the Kanye West relationship happen? That was my mom and his mom. Really? They knew each other. Yeah, my mom's a teacher. His mom's a teacher. So, you know, she comes home like, yo, hey, I got a friend. Can you help her son? I'm like, So oh, crazy. No. So he's like 14 when that happens. He's an annoying 14-year-old kid. Absolutely. He was rapping at the time, or he wanted to produce at that time? He was rapping. Okay. He just wanted to make it in music. À ce moment-là, Kanye est un ado, et c'est pas juste il bidouille des logiciels, non, il se débrouille vachement bien. À tel point que dans son adolescence, il va commencer même à vendre des instrus pour des petits rappeurs de sa ville à droite à gauche, toujours aidé par son mentor, No ID. Et rien que ça, déjà, c'est chouette de constater que Kanye n'a pas le temps juste de penser à ce qu'il va faire, juste il fait. Dans les années 90, aux États-Unis, il y a un sous-genre de rap qui rafle tout sur son passage, le gangsta rap. Tupac, Biggie, Snoop. Mais c'est souvent des textes qui racontent des histoires de guerre de gang, d'escroquerie, et tout ça, ça passe souvent par un exercice particulier, l'ego trip. Un style d'écriture brute qui consiste, en gros, si on résume, à mettre en avant son élévation sociale pour vanter ses propres mérites. Sauf que Kanye, lui, il a grandi dans une classe moyenne. Il fréquente pas de gang, c'est encore un ado, et ses influences sont à des années-lumière de venir de là. Lui est porté sur un rap plus mélodieux, basé sur des samples de soul et de jazz, et à l'époque, il y a un collectif qui excelle là-dedans, Native Tongues, qui réunit des groupes iconiques du rap des années 80-90. They know the ass Jack's really so on ice. The character is a man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. It ain't nothing nice. It ain't nothing nice. Tous ces groupes sont basés à New York et dessinent à l'époque une autre scène musicale en marge du gangsta rap se tournant vers des sonorités plus douces et qui intègrent dans leurs textes des messages très personnels, voire très introspectifs, le tout sur des samples beaucoup plus soul. Tous ces gens-là seront les précurseurs d'un mouvement appelé Backpackers, qui signifie les porteurs de sac à dos, en référence à leurs textes très portés sur l'intellect, la réflexion, etc. Et notre petit Kanye, c'est ça qui lui parle, et c'est toute cette scène new-yorkaise qui va l'influencer dans ses futures compositions. C'est là-dedans qu'il va aller puiser son inspiration. Pendant toutes ces années lycée, le jeune Kanye continue de produire des morceaux inspirés de toutes ces influences qu'il déniche un peu partout ou à droite à gauche. À la maison, Donda soutient son fils plus que jamais. En plus d'être un excellent élève, il a surtout trouvé sa passion. Et elle est super heureuse pour lui. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste une prof d'université et qu'elle va donc le pousser quand même à continuer les études.
Donc c'est comme ça que Kanye grandit. À côté de tout ça, il va avoir son premier job. Il va travailler dans un Gap en tant que vendeur, et ça compte pour moi, c'est pour ça que j'en parle, comme sa première expérience dans la mode, même si bon, il reste juste vendeur en boutique, vous l'aurez compris. Dans tous les cas, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, mais vous allez voir que cette anecdote aura sa petite importance plus tard. Quand bien même, actuellement son objectif c'est faire de la musique. Sauf que déjà de base, vivre de la musique, c'est compliqué, vivre du rap à cette période, c'est encore plus compliqué, et avec une passion pareille et un rêve pareil, il y a de quoi faire peur à une maman. Du coup, Kanye obtient une bourse et va fréquenter l'American Academy of Art de Chicago, où il va suivre des cours de peinture. Et pourquoi pas? En parallèle à ça, il continue de composer des instrumentales évidemment, et de les vendre à des rappeurs à droite à gauche, mais pour lui, ce n'est pas assez. Kanye a eu le temps de cook ses prods pendant plusieurs années, et maintenant, il sort enfin de l'ombre en 1996, en apparaissant comme producteur sur 8 titres du rappeur de Chicago, Grave. Sur ce projet, on n'a pas vraiment l'impression de sentir la patte de Kanye en termes de prod. Alors oui, il intègre beaucoup d'éléments mélodiques issus de samples, etc. Mais on sent qu'il n'est pas tout à fait libre dans ses compositions. Parce qu'à ce moment-là, Kanye débute dans le monde de la musique et il doit juste répondre à une demande. Les rythmes tournent autour des 80-90 BPM, ce qui est très classique pour le rap des années 90. Et en plus, on y retrouve des scratchs qui sont typiques des prémices du rap que Kanye n'utilisera quasiment plus par la suite. Et puis bon, Grave, c'est un rappeur un peu underground de Chicago. C'est pas non plus le mec qui va t'emmener super loin. C'est pas lui qui va t'aider à percer, mais par contre, c'est avec cette expérience-là que ça va lui donner envie, lui, d'abandonner ses autres projets et de se dire « Ok, c'est la musique que je veux vraiment ». Et c'est ainsi qu'il abandonne les études pour se consacrer 100% à la musique, parce qu'il y croit. Et il avait raison. En 98, soit 2 ans plus tard, Kanye va signer son premier contrat au sein de la société de production Hip Hop Since 1978. Avec ce contrat, il est motivé à sortir son premier album et à exposer sa musique aux autres, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Il va se rapprocher d'un rappeur qui va le laisser travailler sur son premier projet, Jermaine Dupri, sur son album Life in 1472. My hair won't whip, clip on the hip, and I trip on this. A bunch of outlaws trying to take my town, set up shop, run me out and cut me down. Now how that sound? Du Snoop Dogg, du Jay-Z, du Mariah Carey, du Warren G. Oui, le casting de ce premier album est fou. Et dès sa sortie, il devient très populaire jusqu'à atteindre la 3e place du Billboard 200. L'album est certifié disque de platine moins de 2 mois après sa sortie. C'est clairement l'un des plus gros disques de l'année, mais ce qui nous intéresse surtout nous, c'est que Kanye a réussi à placer un morceau dessus. Et attention, il n'a pas placé une petite track à la con, une interlude, un truc pas ouf, machin, non. Il a placé l'intro du projet, avec un feat bien luxueux en plus, Nas. Et cette petite marche de l'escalier, cette étape, va projeter mine de rien Kanye dans une autre dimension. Avec ce morceau, il est certifié disque de platine et prouve qu'il est capable de produire des morceaux qui marchent. Kanye va ensuite créer un groupe avec ses potes, Arostar, JLC, Timmy G, les Go-Getters. Ils enregistreront même un premier album en totale indépendance, World Records Holder. Et c'est avec ce premier projet que Kanye pourra découvrir un peu plus le métier de réalisateur. Au-delà de juste faire de la composition, c'est lui qui se charge de la cohérence artistique du projet. C'est ça qu'on appelle un réalisateur dans le monde de la musique. Et si je fais une mini parenthèse sur ça, c'est parce que c'est un métier de l'ombre qui est encore moins mis en avant que la compo, que tout le reste. Je vous invite à vous y intéresser, mais derrière un très bon projet musical, il y a très souvent un très bon réal. Contrairement à ses premières productions pour Grave, Kanye se lâche davantage avec cet album. Ok, c'est toujours du rap très classique des années 90, on n'est pas encore sur un mélange pop ou industriel, ses percussions sont simples, mais il joue avec, ce qui donne des rythmes uniques.
They done breathed enough, and I bet you next time they believe in us. It don't take much brains to know we bust things. My dad must fame through your Mustang. Il s'amuse aussi avec les samples en créant des mélodies répétitives. Everybody wanna know us, why we world record holders. Plus, girls get naked for us, cause they heard we the coders. 380s make it hotter, 87th Street, A deep in a Cadillac Escalade that I just leased out with my pants freestyle. When I pull the piece out, niggas like peace out. Oh, why these niggas wanna hate me, man? Et enfin, il utilise des voix modifiées en les rendant plus aiguës. My niggas living in this foolish game where you don't know the rules and the dues is pain. And as soon as you catch on, then the rules is changed. Enough to make a fool lose his brain. Et ce n'est pas anodin si je vous en parle, c'est que c'est une technique typique de Kanye West qu'on retrouvera dans la plupart de ses futurs projets. Et voilà, là, on a les premières miettes, les premières prémices de ce que va être la recette de Kanye. Et bon, c'est très cool de le constater, machin, mais il y a un problème. Le problème principal, c'est que, en fait, personne écoute ça, quoi. L'album est super confidentiel, encore aujourd'hui, alors qu'on parle quand même du premier album de Kanye West. Et en vrai, je vous invite à écouter le projet de votre côté. Alors, il sonne très album de puristes fans du rap des années 90, ça peut être un peu chiant, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter les débuts d'un artiste. Bref, ce premier album, c'est un bon exercice, mais ce n'est clairement pas le projet qui va le révéler au grand public. Mais c'est une vitrine, et c'est largement suffisant pour montrer ses talents de producteur à d'autres. Avec l'enchaînement disque de platine plus la sortie de son premier projet avec son groupe, Kanye accumule de l'expérience et vise maintenant plus haut. Il se sent prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et s'apprête à devenir la star qu'il est aujourd'hui. Comme je vous le disais, Kanye rêve de plus grand, d'une scène qui l'a toujours inspiré, d'une ville où les artistes avec qui il collabore marquent l'histoire de la musique, New York. Peu de temps après avoir reçu un disque de platine, il quitte le foyer familial pour s'installer à New York. Donda aurait préféré évidemment qu'il n'abandonne pas ses études, mais elle lui fait confiance. Elle croit en son fils parce qu'elle est convaincue qu'il deviendra l'un des plus grands artistes de sa génération. Anybody does something that much and that long and it's that good, it's gotta pay off. Can't go there and do nothing but blow up. Isn't that fun? Yeah. The main thing is getting to do something that you really love to do. And you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. You come off a little arrogant even though you're humble and everything. But it'd be important to remember that the giant looks in the mirror and sees nothing. En arrivant à New York, Kanye assure un peu ses arrières. Déjà, il achète un appart qui paye avec l'argent de son premier gros placement, et surtout grâce au fait que le label Roc-A-Fella va l'embaucher en tant que producteur. Un peu de contexte. Aux alentours des années 2000, Roc-A-Fella est peut-être l'un des plus gros labels de l'industrie rap des États-Unis, et très certainement le plus important de la côte Est, tout simplement parce qu'il a été monté par Jay-Z, qui est juste le rappeur le plus impactant de cette époque. Jay-Z et son équipe aiment vraiment bien le travail de Kanye, alors ils le laissent produire pour tout un tas d'artistes dans le label, comme par exemple Alicia Keys, Mos Def, DMX, mais aussi Janet Jackson, Mariah Carey, Ne-Yo et encore plein d'autres machines à hit. Et oui, c'est comme ça que ça marche les copains en fait. Ça ne te suffira jamais d'être talentueux, il faudra aussi que tu sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc c'est comme ça qu'en l'espace de 4 ans, ce qui est très court, Kanye est passé de producteur pour des artistes underground genre Grave à placer des prods pour juste les plus grands artistes de la scène rap R&B de l'époque. Alors en vrai c'est trop cool parce qu'on a déjà une success story en soi, parce que maintenant il vit de la musique, il place des prods et tout, mais bon, c'est un nom voilà, sur la compo parmi tant d'autres en fait. Mais parmi ces nouveaux placements, il y en a un en particulier qui va clairement tout changer pour lui. Vous vous en doutez, on est en 2001 et cet album c'est The Blueprint. Le 6e et dorénavant classique du boss de Roc-A-Fella, Jay-Z. ROC, we running this rap shit. M-Easy, we running this rap shit. The Broad Street Bully, we running this rap shit. Get zipped up in plastic when it happens, that's it. Where's the love? H to the Izzo, B to the Izzy. When Shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. So when you sleep, he's reaching for your throat. Word on the street, you reap what you sow. Not out of fear, but love for the game. Rock family first, we never change, man.
pour un producteur de l'époque, placer 5 morceaux de Jay-Z, c'est déjà quelque chose de fou, mais surtout que Kanye ne s'arrête pas qu'à la composition, pour ceux qui ne savaient pas, il place même des voix additionnelles sur un refrain. Et ça, selon moi, c'est plutôt révélateur. C'est pas la première fois qu'il rappe, évidemment, ça fait des années qu'il le fait, et même si c'est pas le pourquoi on le connaît, c'est à ce moment-là officiellement la première fois que le grand public découvre la voix de Kanye West, qui en tant que producteur est en train de tout rafler sur son passage grâce à un style de prod aussi unique qu'original. Autant vous dire que, à The Blueprint, Kanye, il est bien, il est même très très bien. Artistiquement, il s'accomplit, ses prods, c'est peut-être celles qui ont le mieux vieilli. Financièrement, tout roule. Dites-vous qu'à cette période, il vend entre 40 000 et 50 000 euros la prod, alors qu'il y a quelques années, c'était 500 balles la prod. Donc oui, c'est une belle ascension, mais, parce qu'il y a un mais. Depuis son album avec son groupe Go Getters, Kanye a un rêve qu'il n'a pas encore accompli. Désormais, il est connu sur la scène rap de New York, mais seulement en tant que beatmaker. Et vous avez compris le truc, Kanye veut créer son propre projet, où il passerait enfin derrière le micro, en utilisant ses propres textes et instrus. Du coup, à partir de 2001, Kanye commence à préparer ce qui sera, et ce qui est déjà le projet le plus important de toute sa vie. Certes, Kanye est venu à New York pour produire, mais son objectif derrière ce changement de vie, c'était surtout de décrocher un contrat en tant qu'artiste. Parce que oui, que ce soit dans son appart, dans ses studios, dans sa voiture ou dans des coulisses de concert, Kanye rappe. Tout le temps, partout. Il participe même à des open mic dans New York, il est complètement obsédé par ça, il sent qu'il peut améliorer son art en fusionnant ses textes, ses prods et sa voix. Et pour se donner une chance, personne n'a autant la dalle que Kanye West. Il sonne à toutes les portes qui existent. Il organise des réunions avec Rockefeller, il démarche des labels, des maisons de disques comme Capitol. Il cherche avant tout à se faire remarquer, et par tous les moyens. Tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years ain't picked a career. She like fuck it, I just stay down her and do it. Quand je vois des images comme ça, je me dis que pour aller jusque-là, faut quand même une sacrée dose de confiance en soi. Dites-vous qu'après le documentaire Netflix qu'il y a eu sur Kanye, ces images ont beaucoup fait parler. Et les gens de chez Rockefeller se sont défendus en disant qu'ils avaient eu ces réactions-là, car c'était pour eux juste pas la première écoute, mais au moins la 10e. Hors de son contexte, cette meuf a déjà vécu cette scène, peut-être 9 fois avant. Alors moi ça me fait rire, en fait la défense du label, je trouve qu'il s'enfonce, elle est pire quand tu réfléchis. C'était plus facile de t'en sortir si tu me dis que c'était la première fois et qu'il est relou et que tu sais pas qui c'est. Là c'est horrible, parce qu'à mes yeux tu fais ça une fois, t'as déjà des couilles énormes, mais alors tu fais ça une dizaine de fois et t'insistes et tout. Waouh. Bref, c'est fou, mais surtout, après 10 écoutes et 10 fois où on te rabâche les mêmes choses, il n'y a pas eu une personne qui a été capable de lui dire « Bon, écoute, on va t'aider ». C'est pour ça que ça me fait rire, c'est que je trouve ça pire d'avoir avoué que « Mais oui, il faisait ça tout le temps, c'était au moins la 10e, c'est pour ça qu'on est saoulé ». Tu l'as ignoré 10 fois, ça veut dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audace, parfois ça suffit pas. Alors qu'est-ce qui bloque ? Pour les labels, l'objectif, c'est surtout de dénicher le nouveau Jay-Z. Et puis pour le moment, c'est le gangsta rap qui rapporte le plus d'argent, alors forcément, pour Kanye, le petit rappeur qui vient de la classe moyenne, qui parle de sa ville, de son éducation, de volonté de s'en sortir et des émotions qu'il ressent, c'est pas facile de s'imposer. Ce n'est pas un gangster, lui il veut juste exercer son art au maximum de son potentiel, mais pour l'industrie de l'époque, il rentre juste pas dans les critères requis, et personne dans le milieu n'ose croire en lui, il est juste trop différent. Like my mother is an English teacher. And she used to like cultivate me, you know what I'm saying? And there's still a lot of shit in me that needs to be brought up. Like, and my father is like a Christian marriage counselor. I feel like I can't sell to you that I'm finna come up and take your life, because I think that's what's hot or what's industry ready. Man, I don't give a fuck about the industry, man. What you need to understand is when I do this album, it's gonna be the realest shit you ever heard, because if I fucking brick, I can still eat. I can still make a way for my family. So when I go on and do my album, I'm gonna do it the way I fucking wanna do it, you know what I'm saying? Alors qu'il continue à écumer les labels, Damon Dash, l'un des chefs de Rockefeller, va finir par céder et décide finalement de le signer en tant qu'artiste, mais un peu à reculons.
En fait, c'était stratégique. Ils ne voulaient pas qu'il finisse par signer avec un autre label, vu qu'il allait toquer chez tout le monde, alors ils ont décidé de lui proposer un contrat sans vraiment être convaincus par sa proposition. Mais peu importe, Kanye est enfin signé en tant qu'artiste, et la méthode est discutable, je l'entends, mais c'est ce qu'il voulait. Vous allez voir qu'au bout du compte, ce sera juste l'histoire d'un mec qui croit en lui. Et donc il va enchaîner les maquettes, sans vraiment réussir à sortir le hit qui mettra tout le monde d'accord. Et c'est à ce moment-là qu'un événement va venir perturber ses plans. Ça fait 2 semaines que Kanye vient de signer, on est le 23 octobre 2002, et son label l'envoie à Los Angeles pour produire pour d'autres artistes. Encore une fois, il est sur place en tant que producteur, et en vrai, ça le saoule. Il est signé en tant que rappeur, mais tout le monde le voit encore comme un petit beatmaker, et ne lui laisse pas le temps pour développer son propre projet. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il persiste à se faire remarquer, qu'il va rapper devant des Ludacris, des will.i.am, et tous les autres artistes présents au studio ce jour-là, mais personne n'est vraiment convaincu par ce qu'il propose. Ce soir-là, il quitte le studio aux alentours de 3h du matin, il entre dans sa voiture et vadrouille dans les rues. Alors qu'il se trouve à quelques mètres de son hôtel, la fatigue accumulée par la charge de travail et la session studio va finir par le rattraper. Une voiture lui coupe la route, mais il est déjà trop tard, Kanye s'endort au volant. Hip-hop producer Kanye West was injured when his car crashed in West Hollywood, Los Angeles, early Wednesday morning. Le choc est tellement violent qu'il traverse le pare-brise et qu'il atterrit dans une autre voiture garée quelques mètres plus loin. Il est emmené d'urgence dans un hôpital de Los Angeles. Miraculeusement, il s'en sort avec quelques blessures et une mâchoire cassée en 3 endroits. Les médecins lui installent un fil de fer dans la mâchoire, qu'il compare souvent à un barbelé, qui se dit « wire » en anglais. Quelques jours après l'accident, il est dans sa chambre d'hôpital quand il entend un morceau de Chaka Khan, une chanteuse elle aussi originaire de Chicago. Et ce morceau, c'est Through the Fire. Alors, Kanye est shooté aux antidouleurs et il s'ennuie fortement dans son lit. Il n'a rien d'autre à faire que de penser à son album et il commence à penser à des phrases qu'il écrit dans sa tête. L'inspiration lui vient tout seul et il trouve très rapidement le titre suivant, Through the Wire, en référence au son de Chaka Khan et de son barbelé dans la mâchoire. 2 semaines plus tard, il a mûri son idée, il va sampler la voix de la chanteuse Chaka Khan et il va enregistrer avec encore les fils de barbelé dans la bouche, ceci. I drink a boost for breakfast and insure for dessert. Somebody order pancakes, I just dip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace of the Izzles back to Wizard. How can you console my mama, give her light support when you're telling her son on life support? On peut entendre sur cet enregistrement original qu'il a encore les fils de fer dans la bouche quand il l'enregistre. Et une fois sorti de l'hôpital, il reposera le morceau dans la version que l'on connaît. Dans son texte, il raconte l'épreuve difficile qu'il vient de vivre, mais surtout que sa détermination n'a aucune limite. Même la bouche fracturée, rien ne va l'arrêter. Ce premier clip a en partie été réalisé par Coodie, un pote de Kanye qui n'a pas cessé de le filmer depuis son arrivée à New York et qui a incorporé ses images au clip. Et pour l'époque, c'est juste la première fois qu'on voit une musique illustrée de cette façon. On est très loin des clips avec beaucoup de budget, centrés sur la richesse, les voitures de luxe, les meufs. Là, ça n'a rien à voir. On a vraiment un clip axé sur des images d'archives à travers des polaroïdes. Il n'y a pas de personnage, pas de mise en scène. C'est juste lui, sa vie, ses galères et ses réussites. Et ça, à l'époque, on n'a jamais vu ça. Ça rend le truc tellement plus humain, plus authentique, tu vois. Il y a un truc beaucoup plus personnel. Et quand il arrive avec cette proposition, bah là, tout le monde est d'accord pour dire que, oui, Kanye est vraiment différent. C'est inévitable. Et c'est ainsi que cet accident, qui aurait pu sonner la fin de la partie, va le pousser vers une sorte de renaissance. Quand il fait écouter le morceau à Diamond Dash et Jay-Z, ce n'est plus la même histoire. La prod, l'histoire derrière le morceau, le flow marmonné à cause du fil de fer, etc.
ils sont persuadés d'avoir enfin le premier tube de Kanye West. Et ça tombe bien, lui aussi. La machine est enfin lancée pour Kanye. Roc-A-Fella Records a enfin décidé de lui faire confiance et vont faire de Through the Wire le premier single de sa carrière. Pour s'assurer du tir quand même, parce qu'on fait confiance mais pas non plus à 8000%, le label va dire « Sors d'abord une mixtape avec tes maquettes et tes trucs et tout et on met Through the Wire, comme ça on prend la température et tout. Parce qu'on croit en toi, on t'aime bien, vas-y, mais on sait jamais, je vais pas non plus prendre trop de risques. » Et cette mixtape, elle s'appelle Get Well Soon, soit Bon Rétablissement en français. Et dedans, il y a plein d'ébauches de studio, dont Through the Wire. Quoi qu'il en soit, la mixtape va plaire. Donc les boss de Roc-A-Fella sont rassurés, Kanye a les épaules pour enfin sortir un vrai album, et le public est apparemment prêt à pouvoir le réceptionner. L'une des pattes de Kanye West à cette époque, c'est de pitcher des samples dans les aigus, les accélérer et de jouer avec les voix. Si je vous dis ça, c'est pour que vous vous mettiez dans le contexte de l'époque. Mettez-vous à la place de la chanteuse la Chaka Khan quand elle entend sa voix comme ça pour la première fois. Elle comprend pas. Pourquoi je ressemble à un chipmunks ? Vous avez demandé mes droits pour faire ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais le 30 septembre 2003, le premier single officiel de Kanye West sort enfin après toutes ces péripéties. Et 5 mois plus tard, le premier album est prêt. The College Dropout. Drug dealing just to get by. Stack your money till it gets sky high. Sail as well. And when it falls down, who you gonna call now? She wanna talk it out, but ain't nothing to talk about unless she's talking about freaking out. Maybe we can work it out. Work it out. It comes to me, truly, truly. One thing I found, I know you never let me down. Get up, I get up, I get. Le projet est une véritable rétrospective de ses galères à devenir artiste. C'est juste un énorme vent frais dans le paysage rap en 2004, parce qu'en dehors de sa propre sonorité qu'il façonne avec ses samples soul, de voix pitchées, de chœurs, etc., c'est aussi dans les textes qu'il va se démarquer. Là où la majorité des artistes rap orientent leurs propos sur de l'ego trip, la réussite, la violence, la drogue et j'en passe, Kanye fait juste tout l'inverse. Il parle ouvertement de ses échecs, de ses frustrations, de ses rejets. Il utilise même l'ironie, voire l'humour, pour aborder certains sujets. Par exemple, quand les autres rappeurs parlent du moment où ils ont arrêté l'école, c'est pour mettre en avant une forme de rébellion et de s'émanciper pour faire de l'argent. Quand Kanye évoque lui, ce sujet dans l'album, il remet en question le système éducatif et se moque de l'obsession sociale pour cette quête de diplôme qu'il trouve un peu absurde. Back to school and I hate it there, Everything I want, I gotta wait a year, This nigga graduated at the top of our class. I went to cheesecake, he was off of them, then waited there. Alors je sais pas si c'est très parlant comme exemple, mais on a vraiment l'impression que sa façon de penser est différente et que du coup, lui-même se sent différent des autres. Rien qu'en observant la pochette, c'est juste une anomalie comparée à celle des autres artistes. Une mascotte de basket sur un banc, c'était juste impensable pour le rap de l'époque de poser pour une cover dans un costume d'ours. Surtout que derrière cette mascotte, il y a toute une réflexion sur le sentiment d'être vu comme quelqu'un de bizarre, de seul et d'incompris. Il aura donc fallu s'entraîner à rapper pendant 10 ans, se battre contre l'industrie et ses codes, travailler jusqu'à l'épuisement pour que ce projet puisse exister, et il existe enfin. You gonna make it, and when you make it, keep the same perspective. Still keep the same hunger. Hey yo, word, Chi-Town, Southside, worldwide, cause I rep that till I die. One neck, 2 chains, one waist, 2 gear, one wall, 20 plaques, dudes pay, give me that. I am limelight, blueprint, 5 mics, go get his rhyme like, should've been signed twice. Most imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated. As long as you keep that, the conduit between those two places clear for those energy to come through, you're gonna always be ill for the rest of your life. Un an après sa sortie, The College Dropout est double disque de platine, soit plus de 2 millions de ventes, à une époque où tout ou presque se vendait encore en CD physique. L'album est nominé dans 10 catégories aux Grammy Awards de 2005 et en remporte 2. Le titre de la meilleure chanson rap grâce à ce titre. God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Et le prix du meilleur album de rap devant son mentor Jay-Z et son Black Album. Right now,
It's my time and my moment. Thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God, thanks to Rockefeller, Jay-Z, Dame Dash, G, my mother, Rhyme Fest, everyone that's helped me. I plan to celebrate. I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get, cause I'm at the Grammys, baby! Avec cet album, le monde entier découvre Kanye West et surtout découvre que le rap peut être pratiqué différemment. Et quand je parle de pratiquer le rap différemment, je parle dans son global, de l'imagerie à la musique, à la façon de produire, tout. Parce qu'au-delà de la musique, il n'a pas du tout la dégaine d'un rappeur à l'époque. Alors oui, il porte quelques chaînes en or, machin nanan, il a un peu le style de l'époque, mais son vrai style à l'époque, c'est surtout des sacs à dos, des petits polos bien colorés là par-dessus des chemises, et ces petits cardigans avec des pantalons roses. On est méga loin du style des autres rappeurs qui portent des bandanas, des casquettes, maillots de foot US, etc. Toute son imagerie, sa musique et sa façon de la délivrer sont juste anormales en 2004. Avec ça, il va toucher un public plus large, et c'est aussi grâce à ça que The College Dropout va devenir le projet le plus vendu de toute sa carrière. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So we turn tragedy to triumph. Make music that's fire, zip my soul through the wire. Donc Kanye, dans sa vie, dans sa bucket list, il vient de cocher un truc quand même qui est vachement cool pour lui. Et une fois qu'il a coché ce truc-là, il a d'autres envies. Et après ce succès, etc., il n'a pas envie tout de suite de retourner au studio, composer, machin, nanan. Et il va prendre un peu de temps pour voyager, pour voir un peu d'autres choses, notamment au Japon, où il va y découvrir une toute nouvelle culture. Et là-bas, en fait, il va se prendre une claque, il va découvrir une nouvelle approche du design, de la mode, de l'art contemporain, et surtout de l'art minimaliste qui aura un vrai impact sur toute sa carrière. C'est à cette période qu'il fait la connaissance de Nigo, le créateur de la marque Bape, et de l'artiste Takashi Murakami, où il devient très vite fan de leur esprit créatif. Et tout ça, ça le nourrit, et ça donne des idées. Il revient aux États-Unis avec une nouvelle idée en tête, créer sa toute première marque de vêtements, Pastel. Kanye va s'entourer de quelques créateurs peu connus à l'époque, mais très renommés aujourd'hui, comme Willow Perron, Matt George, Don C, ou encore Virgil Abloh ou Kim Jones. Un logo fait par Cause, la distrib par Nigo. Bref, on peut dire que ce mec était au bon endroit, au bon moment, et encore une fois, avec les bonnes personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte du CV de chacune de ces personnes, mais c'était juste une team d'Avengers avant l'heure. Pastel, ça peut que avoir de la gueule, les amis. Eh bien, vous savez quoi ? Après avoir divulgué 2-3 pièces de sa marque, le projet Pastel va être mis de côté et aucun produit ne sera réellement mis en vente. Il était peut-être encore trop tôt pour se lancer dans la mode, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Kanye a fait le plein d'inspiration et il a plein de projets pour l'avenir, mais il est temps pour lui de se remettre à faire du son. Bref, il reprend ses cahiers, il retourne au studio et il est enfin prêt à... Maintenant, tout le monde l'attend un petit peu au tournant. Si le premier album a été l'étape de la révélation, le deuxième album, logiquement, sera celui de la confirmation. C'est à ce moment-là qu'on sait si on arrive à le placer sur le nouveau prodige du rap, ou alors qu'on le met dans la case de un phénomène éphémère et c'était sympa, merci de ta participation. Alors, pour son second opus, Kanye voit les choses en grand. Il investit beaucoup d'argent et prend un peu plus d'1 an pour travailler sur un projet beaucoup plus orchestral. Il sait que son public et que toute l'industrie l'attend au tournant, et lui il choisit le chemin le moins évident qui deviendra une autre de ses signatures. Pour ça, il a décidé de travailler avec ce mec, Jon Brion, qui est un compositeur issu du cinéma. Pourquoi ? Quel est le rapport avec le rap ? Eh bien, c'est exactement la direction que Kanye veut donner à son deuxième opus. Il veut raconter une histoire et donner aux mélodies de ses morceaux des airs de bande originale de film. Il retourne en studio et travaille des heures avec une équipe de plus en plus grande, dans une sorte d'immense laboratoire où ils expérimentent des sonorités qui ont rarement été assimilées au rap. He didn't call any labels or anything like that. He just started working on the project right there and just figuring, okay, we'll let the lawyers clean up the mess, but we have to be creative. This energy, this thing needs to happen right now. This is an emergency. And she claims she only with me for the currency. You cut me deep. Quand son deuxième album sort, en août 2005, c'est encore un carton. Avec 2 titres remportés au Grammy de 2006, une certification triple platine, un succès critique et commercial complet, Kanye s'est placé là où on ne l'attendait pas et a mis tout le monde d'accord. Il a été récompensé du risque qu'il a pris et a confirmé qu'il n'était pas un effet de mode.
testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' ahead, get down. Get down, girl, gon' ahead, get down. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Forever, ever, forever, ever, 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 ever. I smile. The roses not see me. Tonight can't wait for a sunny day. Feeling it through your eyes. C'est impressionnant à quel point ce mec a un nombre de hits. On est au 2e projet, c'est abusé. Bref. D'ailleurs, pour pousser l'anecdote, ce projet aura droit à une réinterprétation dans un nouveau projet live, Late Orchestration. Must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. À l'époque, c'est l'un des premiers à mêler rap et orchestre symphonique. Et ça marche. C'est juste innovant, c'est frais, et ça fait du bien à tout le monde. Le public est conquis par la proposition de Kanye, et ce qui est fort dans son pari, c'est le fait qu'il arrive autant à faire évoluer sa musique, tout en la gardant ultra qualitative. À ce moment-là, Kanye marche sur l'eau. C'était le nouvel arrivant qu'on savait pas bien catégoriser, et c'est exactement avec ça qu'il a fait la différence. À cette époque, l'autre rappeur qui lui aussi est au sommet de son art, c'est lui. Et clairement, c'est deux mecs qui se talonnent en termes de vente, mais ce sont deux artistes complètement opposés. 50 est full orienté gangsta rap avec l'imagerie et le vécu qui va avec. Entre eux, être abandonné à la naissance par sa mère, son nom de scène inspiré par un criminel, la vente de drogue à l'âge de 12 ans et le fait qu'il ait survécu à une fusillade. Alors que de l'autre côté, on a Kanye, issu d'une famille moyenne, ultra proche de sa maman, qui utilise son vrai nom, qui aborde des sujets philosophiques à travers sa musique. Ils n'ont rien en commun. Alors évidemment, à force de se mettre en marge du gangsta rap, Kanye il va commencer à énerver un peu les gens. Et quelque part, c'est bon signe. Évidemment qu'à cette époque, 50 Cent est l'un de ses rivaux, et c'est de bonne guerre, c'est le rap, c'est ça en fait. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Le nouvel album de 50 Cent se vendra à 691 000 albums physiques en première semaine. Kanye sort son troisième album, Graduation, qui lui se vend à 957 000 copies physiques en première semaine. I just think it's something really great for hip-hop. It gives the fans a reason to want to buy the music instead of downloading it. And, I mean, 50 Cent, he's a pretty intimidating guy. So I'm not really trying to go to war with 50 Cent. I just want to put out my album if it's okay. You know what? I think you'll kick his ass. Yeah, I think that too. Like, let's say right now, please, 50, do not retire once my album sells and beats your album. Please do not retire, please. I really like your songs. Like, I'm a big fan. Kanye West gagne le match face à peut-être l'un des concurrents que personne ne voudrait. Parce que oui, être en rivalité avec 50 Cent, c'est loin d'être facile. Beaucoup d'artistes ont eu des bifs avec et ont fini par perdre toute leur crédibilité. Là où Kanye a été malin, c'est qu'il a accepté de sortir son album le même jour pour voir qui pouvait vendre le plus, mais en aucun cas il a répondu aux provocations de 50. Lui, ce n'est pas ce qui l'intéresse, et même s'il aime cet esprit de compétition et qu'il a énormément confiance en sa musique, il sait que toute cette histoire, c'est juste un énorme coup marketing. Y'all nervous at all? Because he's always been on top too. I'm never nervous. If I win, I win. If I lose, I win. I'm here on. I'm standing. I'm next to 50. I'm next to you right here. My big brother just came out. It's a moment for me right now. I've been waiting on this my whole life. Welcome to graduation. Good morning. Good morning.
guess I'm coming home again. Coming home again. Flashing lights, flashing lights, flashing lights. Quand cet album sort, le public découvre encore une fois un nouveau Kanye. Il clôture cette trilogie avec l'ourson sur une musicalité plus pop, plus électro, plus chantée et plus colorée que jamais, à l'image de la cover et de toute la direction artistique réalisée par Takashi Murakami, le célèbre artiste japonais que Kanye a rencontré lors de son voyage au Japon. That's how long I've been on ya. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Fin 2007, Kanye roule sur le rap, sur la musique et sur toute l'industrie en général en fait. Et c'est en partie grâce à ce projet-là que Kanye devient mainstream parce qu'en fait sa musique s'exporte juste partout dans le monde. Je me souviens d'avoir découvert Kanye à cette époque et c'était vraiment un bug dans la matrice de l'industrie musicale. Je comprenais pas les textes, ni même son nom d'ailleurs. On l'appelait tous Kanye West. Faites pas genre que vous avez dit Kanye. Vous êtes tous des acteurs, on le sait. En tout cas, pour ce qui est de sa musique, je suis très vite tombé fan, tellement c'était innovant par rapport au reste du paysage, et puis surtout, c'était pas dur, vu l'enchaînement de morceaux qu'il proposait, il n'y a que des masterclass. Et franchement, pour le petit Kanye qui faisait ses prods à Chicago, machin nanan, qui allait toquer chez tous les labels pour avoir ne serait-ce qu'un petit contrat, quand tu vois là où il en est et de la manière dont il le fait, ça ressemble à une très belle success story. En tout cas, pour le moment. Parce que vous le savez, la vie est faite de rebondissements. Lors des MTV Europe Music Awards, le public et les médias vont découvrir un nouvel aspect de la personnalité de Kanye. Lors de la remise du prix pour le meilleur clip de l'année, le jury va remettre la récompense au groupe Justice pour leur morceau We Are Your Friend avec le groupe Simian. Kanye West, qui était lui aussi nominé pour le clip de son morceau Touch the Sky, va monter sur scène et soutient qu'il aurait dû gagner le prix. Now you're gonna have to share. Oh, hell. Oh. Hey, if I don't win, the award show loses credibility. I agree, you know, it's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. But hell no, man. I love y'all. Alors, le public et les médias vont être gênés. Personne comprend vraiment les raisons de qu'est-ce qui te pousse à faire ça là ? Ça y est, redescends. Enfin, c'est pas grave, c'est qu'une remise de prix et tout. Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est une réaction d'ego qui provient d'un fort esprit de compétition ? Est-ce que c'est un craquage total et c'est juste inexplicable ? Les gens se posent des questions et on est en 2006. Je vous rappelle qu'à cette période-là, c'est pas aussi évident pour tout le monde. Il a fini par s'excuser publiquement de cet incident, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il existe une personne sur Terre qui ne va jamais le juger et toujours apporter son soutien à Kanye. On ne l'a pas évoqué depuis un petit moment, mais je parle de Donda, sa maman. Pendant que son fils cartonnait dans son début de carrière, Donda était devenue une chef d'entreprise. Depuis qu'elle a pris sa retraite avancée en 2004, elle s'occupe entièrement des business de son fils. Elle a même créé avec son fils la Kanye West Foundation, une association qui a pour but de lutter contre le décrochage scolaire des jeunes, le college dropout. Kanye voulait lui rendre tout l'amour et tout le soutien qu'elle lui a donné, et pour lui, l'impliquer dans ses business, c'était une façon de toujours être proche d'elle. Tout ça, elle le fera jusqu'au 10 novembre 2007, date qui résonnera pour Kanye comme le jour où sa mère est décédée à l'âge de 58 ans suite à une opération de chirurgie esthétique qui aurait entraîné des complications. Kanye a 30 ans et il perd subitement tous ses repères. Cause I'm so proud of you and let me tell you what I'm about to do, mama. I know I love you so and I never let you go. I wrote this song just so you know, no matter where you go, my love is so, mama.
Rapper Kanye West and other celebrities will be here in Oklahoma City later today to remember his mother. Donda West died earlier this month after complications from cosmetic surgery. Eyewitness News 5's Adam Singer. You know, last time I saw her, we had a dinner at Hakkasan, which is my favorite restaurant in London. I think she knew that she was going to pass, and she just wanted to give me some words of advice moving forward. And she was asking me about my daughter, asking me about my wife, and she said, you know, so many students, they don't give it their all. And the problem is, soon as they do anything halfway good, when they're 2 years old, 3 years old, their parents clap. Exactly. And she just looked at me and she said, Kanye, don't clap. I didn't know we were gonna lose her. And she told me, she said, you know, thank you for the times where, you know, we came to performances, and this is like really meant a lot to me. You know, she would. Wanna take a minute? We'll take a minute. But, you know, she's here with us, and she's guiding us. Say to the down keepers, the sun slappers, the self-soilers, the harmony hushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. La fin de l'année 2007 va être une période très difficile pour Kanye. Après la perte de celle qu'il a toujours soutenue, il va annuler son mariage avec sa copine de l'époque. Kanye ne va pas bien du tout, et il est temps pour lui de faire une pause. Mais malheureusement, avec sa nouvelle vie, il a des obligations, comme par exemple sa tournée Glow in the Dark. Il remonte sur scène quelques mois après cet événement, mais tout est encore trop frais, d'autant plus quand tu dois performer un son que tu as écrit pour celle qui n'existe plus. Hey, mama, I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. Let me tell you what I'm about to do, hey, mama. Now I feel like there's things I gotta give, things I gotta do, just to prove to you, you was getting through. Can I cry, please? Give me a verse for you, all so beautiful to me. Enfin sa tournée finie, Kanye va prendre un peu de temps pour lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir à Hawaï pendant 3 semaines et il va faire ce qu'il sait faire de mieux pour essayer d'aller mieux, c'est-à-dire de la musique. De ces 3 semaines de composition et de quelques arrangements, naîtra un des albums les plus importants de la discographie de Kanye, 808 and Earthbreaks. Cet album tire son nom de ses peines de cœur intenses et de son utilisation de la TR-808, une boîte à rythme qu'il va beaucoup utiliser dans cet album, surtout pour ses basses bien profondes et rebondies qui vont former toute la direction artistique de l'album. Ce projet, encore une fois, diffère totalement des précédents. Les sonorités sont beaucoup plus électroniques, les basses hyper présentes sur chaque son. Avec tout ça, plus utilisation de l'autotune, on a l'impression que Kanye West est devenu une sorte de robot dépourvu de cœur et qu'il nous emmène avec lui dans une chute sans fin. Cet album est sûrement l'un de ses projets les plus influents. Il était révolutionnaire dans le sens où, avec son statut de l'époque, il a ouvert une porte dans le rap.
il a montré à toute une génération qu'il était possible de s'exprimer sur des sujets très intimes en mêlant introspection, sensibilité. Il a brisé une barrière des genres en mélangeant de la pop, du rap, de l'électro. Bon, c'est peut-être un peu mal dit, mais il a montré quelque part qu'être vulnérable, ça pouvait être cool, parce que dans le fond, on est tous des humains et on est tous un peu vulnérables. Une chose est sûre, c'est que je voulais surtout rappeler qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce projet dans la culture en général. Mais cet album, bien qu'il soit issu d'une créativité jamais vue dans le rap encore une fois, raconte surtout l'histoire d'un homme qui souffre de la mort de sa mère, d'une rupture amoureuse, de la solitude. Didn't you know I was waiting on you? Waiting on a dream that'll never come true. Didn't you know I was waiting on you? My face turned to stone when I heard the news. When you decide to break the rules, 'cause I just heard some real bad news. Real bad news. Bref, ça va pas fort. Vous allez voir qu'il y aura un avant et un après ce projet, parce que il a perdu son pilier principal, entre guillemets, tu vois. On arrive en 2009, événement dont on ne peut pas ne pas parler, mais il va s'incruster encore une fois sur scène lors des MTV Music Awards cette fois-ci. L'épisode Taylor Swift, alors je vous la fais rapide même si je pense qu'on connaît tous cette histoire et que ça y est, on a compris. Taylor Swift s'apprête à recevoir son prix du meilleur clip vidéo de l'année. Kanye chope le micro sur scène et dit devant tout le monde que le clip de Beyoncé est beaucoup mieux, et il se casse sous les huées. On a sûrement tous déjà vu ces images, mais entre le culot du type, la tête des gens, tout ça, ce ne sera jamais, à mes yeux, pas marrant. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Bon, la polémique a éclaté, on a entendu parler partout aux États-Unis, jusqu'en Europe, c'est arrivé jusqu'à nous. La polémique a pris tellement d'ampleur que même Barack Obama, à l'époque, le président des États-Unis, a déclaré publiquement She's getting her award. What's he doing up there? He's a jackass. On en est là. Et ça, c'est parce que beaucoup ont vu en ce geste un manque de respect énorme, là où d'autres considèrent qu'il y avait une vraie notion d'injustice dans cette remise de prix, et que Kanye n'a pas pu s'empêcher d'intervenir et d'exprimer que pour lui, il y avait une injustice sur cette remise de prix, blablabla. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la deuxième fois qu'il fait un truc pareil à une remise de prix à ce moment-là, mais sa lutte contre l'industrie et contre les discriminations, même en règle générale, ne date pas d'hier. Sa toute première vraie polémique, c'était elle. En 2005, lors d'un concert caritatif, il critique publiquement le manque d'aide du gouvernement envers les Afro-Américains, victimes de l'ouragan Katrina. Alors bon, soyons honnêtes, quand Kanye prend la parole sur un sujet, il manque souvent un truc, le tact. And subtle, but in even many ways more profoundly devastating, is the lasting damage to the survivors' will to rebuild and remain in the area. The destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. À l'époque, ce discours a provoqué énormément de réactions dans la presse. Mais avec une telle prise de parole, à l'époque rare sur l'espace médiatique, Kanye a surtout été très soutenu par la communauté qui a vu dans cette prise de parole une vraie critique de la différence de traitement des familles noires victimes de l'ouragan. Et puis surtout, regardez la panique sur le plateau. George Bush doesn't care about black people. In the past few days, Pareil, ça me fera jamais pas rire. Bref, on ferme cette parenthèse, revenons à sa carrière en tant qu'artiste. On est maintenant en 2009, et après le succès de 808s and Heartbreak et cette polémique un peu périlleuse avec Taylor Swift, Kanye décide de faire un break niveau musique et s'ouvre vers de nouvelles activités artistiques. Comme on l'a déjà dit, Kanye, il kiffe la mode, et il est réellement passionné par ce truc-là. Et comme n'importe qui souhaite découvrir un métier, il fait comme tout le monde, et il fait son stage en entreprise. Accompagné de son pote Virgil Abloh, il débarque chez la maison de couture italienne Fendi pour mieux comprendre les coulisses de l'industrie de la mode et ainsi améliorer ses compétences. Et quand je dis stage en entreprise, attention, je fais même pas une blague, c'est juste vrai. Après 808, Kanye et Virgil, ils ont fait un petit stage. Voilà, ils faisaient les cafés, ils faisaient les photocopies, ils étaient payés $500 par mois. Il y avait un vrai contrat. Ils étaient stagiaires chez Fendi. Et c'est là-bas, dans ce stage en entreprise, que Virgil et Kanye, déjà de 1, vont renforcer encore plus leur amitié, mais aussi qu'ils vont développer leur goût pour la mode encore un cran au-dessus. Me and Virgil are in Rome giving designs to Fendi over and over and getting our designs knocked down. Brought
brought the leather jogging pants 6 years ago to Fendi, and they said no. How many motherfuckers you done seen with a leather jogging pant? Parce que suite à ce stage, il va créer une nouvelle marque, Yeezy, que l'on connaît tous aujourd'hui avec ses collaborations avec Adidas. Mais bien avant ça, Kanye West avait un contrat avec Nike. Oui, on a tendance à l'oublier, et c'est juste pour le rappeler, mais à une époque, Yeezy, c'était chez Nike. Et d'ailleurs, anecdote quand même ultra stylée pour un artiste et même pour la culture et tout, Kanye West est le premier non-athlète à être signé chez Nike de l'histoire. Et ensemble, ils sortiront 2 modèles de basket, la Air Yeezy 1 et la Air Yeezy 2. C'est simple, quand ces paires sont arrivées sur le marché, elles ont juste tout cassé. Niveau design, originalité, et elles étaient parfaitement en cohérence avec la mode de l'époque. Aujourd'hui, certains coloris de ces paires se vendent entre 5 000 et 30 000 euros. C'est dire à quel point elles étaient rares et désirées sur le marché de l'époque, et même encore 15 ans après. Durant cette même période, en parallèle du partenariat avec Nike, il reçoit une proposition de Bernard Arnault pour créer le design d'une paire de baskets avec Louis Vuitton. Au final, il n'en fera pas une, mais 3, et près d'une dizaine de coloris différents verront le jour par la suite. En bref, à cette période, même si on sent que Kanye n'est pas du tout au top de sa forme, il explose quand même tout avec sa musique, et quand il se lance dans la mode, il a tellement de créativité qu'il arrive à réussir dans ce domaine aussi bien dans le sportswear, streetwear, qu'avec les marques de luxe. Et ça, c'est très fort. Bon, et niveau musique, on en est où du coup ? Eh bien, le schéma est simple, Kanye va une fois de plus s'envoler pour Hawaï, disons que c'est une routine de travail maintenant, et cette fois-ci, c'est pour composer l'un de ses chefs-d'œuvre de sa discographie, My Beautiful Dark Twist Fantasy. Stupid, what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you playing? I'm saying I will never ever let you live this down. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Je suis désolé, je ne pourrais pas mettre que 3 extraits. Il en faut encore un peu plus. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but she done learned a lot from Satan. Satan, Satan, Satan. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Fast life, drug life, thug life, rock life, every night. All of the lights in here, baby. Avec cet album, presque pensé comme un album de rock qui élargit encore plus sa palette musicale, Kanye accède à un nouveau statut. Pour ses fans et pour beaucoup d'auditeurs de rap, de pop et de musique en général, il devient à ce moment-là un génie incontesté. Nommé dans 7 catégories lors des Grammy, il obtient le meilleur album rap, mais aussi un autre pour le son All of the Lights. La critique et le public est unanime, l'album est juste monstrueux. Rien à dire. Il y en a très peu des albums comme ça dans des décennies, même dans des carrières de gens. Je pense que moi, c'est mon préf. Enfin bon, je peux pas foutre trop de personnel dans tout ça, mais... Ah si, il y a encore des choses à dire qui sont intéressantes. Plusieurs clips vont accompagner ce projet avec des visuels qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour l'époque. Je pense à Power ou encore Monster, mais Kanye a aussi réalisé un court-métrage intitulé Runaway, qui vient illustrer ses propos dans l'album. Ce film de 34 minutes raconte l'histoire d'un phénix, une créature tombée du ciel, que Kanye recueille et essaie d'intégrer à la société. Mais, incomprise et rejetée, elle réalise qu'elle doit repartir dans son monde. Avec ce court-métrage qui lie plusieurs formes d'art comme la mode, le cinéma ou la musique, Kanye exprime sa propre lutte pour être accepté et compris,
que ce soit dans l'industrie musicale ou dans la société en général. Si vous vous demandez pourquoi il y a plusieurs pochettes différentes pour cet album, c'est parce qu'elles ont été créées par l'artiste George Condo, juste le petit protégé d'Andy Warhol, et elles s'inspirent de différentes scènes du court-métrage. Et la version censurée, c'est juste parce que la pochette, elle est interdite, tout simplement. Run away fast as you can. Après un projet pareil, il aurait pu prendre une petite pause et revenir dans 5 ans avec un autre projet et tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il va faire, il va faire l'inverse. Kanye à ce moment-là, il veut laisser respirer personne. Juste quelques mois plus tard, il pond un nouveau classique avec son collaborateur Jay-Z, Watch the Throne. Hold up, before we end this campaign. As you can see, we embodied the damn lames. Lord, please let them accept the things they can't change. And pray that all of their pain be champagne. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? Franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet ? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enchaînement ? À la suite, en quelques mois, à cette période-là, tout pareil, ce projet, c'est une claque. Les sons datent, mais ils vieillissent pas si mal que ça. Et le truc qui est dingue, c'est qu'il est quand même vachement rap, ce projet, mais que, même si vous n'êtes pas un auditeur de rap, vous connaissez forcément un son de ce projet. Surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un album commun avec l'un de ses mentors historiquement. Au-delà d'être un monument pour le rap, Jay-Z, c'est aussi la personne qui a donné une chance à Kanye et qui lui a permis de sortir de l'ombre. Quand on écoute ce projet, on ressent que c'est pas une stratégie commerciale de faire collaborer le petit nouveau qui monte et le big boss du label. Had a conference with the DJs, Puerto Rico 3 days. Polly with the PDs, now they got that shit on replay. Sorry, I'm in pajamas, but I just get off the PJ. And last party we had, they shut down Privé. Ain't that where the heat play? Yeah. Niggas hate ballers these days. Yeah. Ain't that like LeBron James? Ain't that just like D-Wade? Wait, am I my brother's keeper? Only if that nigga don't creep up. Got a pistol under my pillow. I never been a deep sleeper. Paranoia. Cause a nigga that said he'll blast for ya is not blasting for ya. That's an assassin for ya. These niggas got a shot their shoot. Please Lord forgive him for these niggas not know what they do. Il faut rappeler qu'à ses débuts, personne ne voyait en Kanye West un avenir en tant que rappeur, même au sein de Rockefeller. De le voir collaborer de cette manière avec Jay-Z, c'est un peu comme une revanche en vrai. Et au-delà de ça, il y a une vraie alchimie entre les deux, ils ont une vision similaire, et puis ils s'éclatent à innover dans leur musique. Mais ouais, à part ça, j'ai rien à dire de plus, les sons parlent d'eux-mêmes, et évidemment, si jamais vous êtes passé à côté, soyez curieux quoi. Quelques années plus tard, il avait déclaré avoir voulu sortir ses projets pour se faire accepter à nouveau par le public, suite aux polémiques avec Taylor Swift ou ses dérapages sur les réseaux. Bon, certes, il n'est pas irréprochable sur ses comportements, etc. Mais son retour en termes de sonorité, d'originalité et plus globalement de proposition artistique, c'est juste un gros oui. Alors oui, à cette époque, Kanye commence à parler de lui à la 3e personne sur Twitter, ou sinon il lui arrive de dire des trucs du genre « Je suis peut-être pas maigre et grand, mais comme consolation, je suis le plus grand artiste de tous les temps ». Bah là, avec l'enchaînement qu'il vient de nous faire, peu d'artistes de cette époque pouvaient s'asseoir à sa table. Il était compliqué de remettre en cause sa créativité et son esprit artistique. Je fais un mini décrochage pour insister encore plus sur l'enchaînement. Il est dans un prime inarrêtable à cette époque parce qu'en 2012, il va sortir quand même un projet avec son label, Cruel Summer, qui je trouve a sa place ici et qu'on a tendance à un peu trop oublier. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. You ain't fucking with the click. Click, 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 click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, 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 click. As I look around, they don't do it like my click. Click, 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 click. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à cette période-là, il est peut-être l'une des personnalités les plus médiatisées de la planète. Forcément, il devient un vrai sujet de controverse pour les médias, qui le trouvent trop arrogant, et qui se mettent peu à peu à le discréditer. Mais il n'est pas encore l'heure d'évoquer toutes ces polémiques, mais on va y venir, pas de panique. Quand je vous parle de prime inarrêtable, d'enchaînement, sachez que ça ne s'arrête pas là. On est maintenant en 2013.
Et 2013, c'est une époque qui est rongée par un phénomène, la musique dite commerciale. Kanye West s'apprête à sortir donc un nouveau projet à l'opposé de ce type de case. Il va cook en s'inspirant de la drill de Chicago, du dancehall, de l'acid house et industriel. Yeezy nous fait une Kanye West et dévoile un album expérimental à contre-courant de tout ce qui se faisait dans le rap à cette époque, Jesus. For my theme song, my leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower. Louboutin on the toes again, tight dress dancing close to him. Jesus just rose again. We can send this bitch up, it can't go down. We can send this bitch up, it can't go down. Ce projet sera son 6e album, classé consécutivement numéro 1 au Billboard. Salué de toutes parts par la critique et le public, Kanye West continue d'étonner tout le monde et perpétue sa réputation de génie musical en arrivant à se renouveler sur chaque nouveau projet. Pour ce qui est des dramas, ce projet ne va pas forcément améliorer sa réputation. Se proclamer être un dieu et intégrer des scènes religieuses à travers ses concerts ne vont pas l'aider dans ce sens-là. Il prend petit à petit une position de génie incompris contre les médias, ce qui, paradoxalement, le médiatise encore plus. Partout où il va, et quoi qu'il dise, sa parole se transforme vite en polémique et il devient violent avec les paparazzi. Hey, good morning, Kanye. Shut the up. How's it going, Kanye? Don't say anything to me, man. Relax. Come on, What you man. mean relax? What you mean? What you mean relax? We're here to support you, though. Up. Don't take a fucking another photo, man. Don't take another fucking photo, man. I just got here, homie. Don't take no photos. Okay. Stop it. Et cette mauvaise réputation-là, il en parle d'ailleurs sur son projet avec le titre Bound to. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, bad reputation. Kanye va peu à peu se refermer sur lui-même et devenir une nouvelle version de lui-même. Jesus, plus arrogant, plus polémique et finalement plus problématique. Un événement dans sa vie va pousser Kanye à se remettre en question. Le 15 juin 2013, il devient papa pour la première fois d'une petite fille nommée North, issue de sa relation avec Kim Kardashian. Cette naissance marque peut-être le moment où Kanye est le plus heureux de sa vie depuis que sa mère est partie. Il n'a plus les mêmes responsabilités ni les mêmes objectifs, il cherche à être moins égocentrique et à vivre pour quelqu'un d'autre que lui. À ce moment-là, il va donc se mettre en retrait du monde de la musique pendant presque 2 ans, et il va revenir en 2015 avec un titre qui s'appelle Only One, en collaboration avec Paul McCartney. Hello, my only one. Just like the morning sun. You keep on rising till the sky knows your name. Kanye West a déclaré ne plus se souvenir d'avoir chanté ces paroles. Et ce texte est en fait écrit comme si c'était la mère de Kanye qui parlait à North, sa fille. Comme si elle avait pris possession du corps de Kanye pour lui adresser un message, et ça a donné une chanson magnifique, et à la fois forte émotionnellement. And if you knew how right I was, you never said that you have fear. No, you wouldn't do that. And no, I didn't. Pick the day, turn the page. I know it's nothing every time I see her face. And I hear you say, hello, my only one. Kanye va publier dans la foulée un nouveau hit avec Rihanna et toujours Paul McCartney. Yeah, about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Je sais que des gens détestent ce titre. Je ne vous comprends pas. Très personnellement, si c'est que mon avis, je l'adore. Je ne comprends pas votre aigreur sur ce morceau. C'est très bien, la collaboration est trop intéressante en fait. Bref, petit point mode à cette période. Nike et Kanye n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le partage des royalties pour leur collaboration. Ils finissent donc par se séparer en mauvais termes, et Kanye recevra ensuite plusieurs propositions pour de nouvelles collaborations sur des paires de chaussures, dont une avec le concurrent direct, Adidas. Au total, près d'une quinzaine de nouveaux modèles verront le jour avec des designs plus originaux les uns que les autres.
Kanye fracasse à nouveau le monde de la mode et devient un personnage hyper important pour Adidas. Pour la marque allemande, Yeezy rapportera environ 2 milliards de dollars, et ça chaque année, soit environ 10% du chiffre d'affaires annuel de la marque. Je pense que c'est important de se rendre compte de ces chiffres. En plus, contrairement à son contrat avec Nike, chez Adidas, il touche des royalties pour chaque vente. Bon, aujourd'hui tout semble terminé. Hey, hold on. Korea, y'all gotta help me right this. Say fuck Adidas. Say fuck Adidas. Mais on reviendra plus tard sur les raisons de cette séparation. Pour le moment, restons dans le positif. Cette même année, Kanye va recevoir un doctorat honorifique de la School of the Art of Chicago pour ses contributions à la musique, la mode et à la culture populaire. Alors oui, certes, c'est un diplôme d'honneur et non officiel, mais l'histoire est cool parce qu'il aurait quand même réussi à l'avoir, ce fameux diplôme, de quoi rendre fière sa mère qui, elle, en avait toujours plus ou moins rêvé. Oh, you know the one I used to always try to get you to do, Kanye, and you never did it. What's that? I walked through the halls of the school, and it's cool to be known by many for my rapping ability. But what about the brothers who ain't got it like me? Making money off the trade, you can say it's good. They got it made. Drugs on the rise, and it's not a big surprise. You see no soul in the young brother's eyes. Wait a minute, I had the words too. But now you're not walking down the halls, you're talking about college dropout. His dream is a world dream. How do we help one another? And this is why Kanye West is deserving of honorary doctorate from the School of the Art Institute of Chicago. I felt my nerves a bit, and I don't feel that feeling a lot. The nerves of humility and modesty when being honored. And it's these Floyd Mayweather belts that are needed to prove what I've been saying my entire life. Whether it's the cosign of Paul McCartney grabbing me and saying it's okay, he doesn't bite white people. Or the New York Times cover, or the Time Most Influential cover. And now, a doctorate at the Art Institute of Chicago. When I was giving a lecture at Oxford, I brought up this school because when I went on that mission to create in other spaces, apparel, film, performance, it would have been easier if I could have said I had a degree at the Art Institute of Chicago. Le temps passe un peu, on arrive très vite en 2016, et Kanye annonce son prochain projet, Swish. Bon, il change d'avis, en fait ça s'appellera pas Swish, ça s'appellera Waves. Ah non, il rechange d'avis, et ce sera The Life of Pablo. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy. From the very start, I don't blame you much for wanting to be free. Wake up, Mr. West. I just wanted you to. On ne sait pas trop pourquoi il a changé autant de fois le nom de ce projet, c'est peut-être lié aux leaks qui ont précédé sa sortie ou autre, mais en soi on ne sait pas vraiment pourquoi il a choisi ce titre-là. Ce serait une référence à plusieurs personnes qui l'auraient influencé dans sa carrière, comme Pablo Picasso, Pablo Escobar ou Saint Paul, qui se prononce Pablo en espagnol. Hey, you heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? Had a good snooze. Wake up, nigga, wake up. We about to get the paper. Pablo bought a rollie and a rock wilder. Seem like the more fame I only got wilder. D'ailleurs, il n'y a pas que le titre du projet qui a changé à plusieurs reprises. Après sa sortie, Kanye a continué de modifier les chansons en changeant les paroles, en ajoutant des featuring ou parfois en enlevant, même après que l'album soit déjà disponible en ligne. L'explication, c'est qu'il voyait son album comme un projet vivant, toujours en transformation, un peu comme un artiste qui continue de retoucher son œuvre même après l'avoir exposée. À la différence de son album Jesus, où il a innové les sonorités, cette fois-ci, il cherche à changer comment la musique peut être perçue ou même consommée. The Life of Pablo se veut être un album évolutif qui n'est pas figé dans le temps, une musique que tu aimes peut disparaître et être remplacée par une autre, et inversement.
lost out, beat up, dancing, found it, I found you somewhere down there, right there. Pour ce qui est de la cover de l'album, c'est la première fois depuis 5 projets que ce n'est plus son pote Virgil Abloh à la direction artistique, et c'est aussi juste la première et la dernière fois que l'on voit Kanye West apparaître à visage découvert sur une de ses pochettes. Surtout qu'il n'est pas tout seul, on le voit à un mariage dans les bras de son père et aux côtés de sa mère. Et j'ai beau retourner internet, cette photo semble être la seule où ils apparaissent tous les trois. Bon, ok, il y en a peut-être 2. Mais pas plus que ça. Il va d'ailleurs mentionner son père dans une de ses musiques, Party 2. Same problem my father had, all his time, all he had, and what he dreamed, all his cash, market crash, heard him bang. Niveau musique, le projet diffère encore une fois des précédents. Kanye s'est positionné en tant que chef d'orchestre pour cet album et a énormément collaboré. Chance the Rapper, Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign, Metro Boomin, Kid Cudi, Sia, Chris Brown, The Weeknd, Rihanna, la liste est juste interminable. Real friends, I guess I get what I deserved on her. Word on the streets if they ain't heard from them. I guess I get what I deserved on her. Talk down on my name, throw dirt on them. Hey baby, you forgot your Ray-Bans, and my sheets still orange from your spray tan. It was more than soft porn for the caveman. She remember my sprinters and I was in the great fan. Well, no one ain't around. I feel his fate. I think too much. I feel his fate. Ain't nobody watching. I feel his fate. I just fade away. L'album met en avant un nouveau Kanye qui parle de son statut d'influence, de ses aspirations en tant que plus grand artiste de la planète. Mais dans un morceau, on peut l'entendre prendre un certain recul quant à ce fameux nouveau statut. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. See, I invented Kanye, it wasn't any Kanyes, and now I look around and there's so many Kanyes. Ce nouveau statut, c'est celui qu'on appelle le nouveau Kanye, avant qu'un nouvel événement vienne complètement changer la donne. Kanye West est en tournée pour défendre The Life of Pablo, et là, il va petit à petit perdre le contrôle aux yeux de tous. Even at the risk of my own life. You know why? Because you was lied to by Google. You was lied to by Mark Zuckerberg. You're a slave. Obama wasn't allowed to do this. Yeah! Chaque soir, il pète un peu plus les plombs. Il règle ses comptes avec Jay-Z, Mark Zuckerberg, Beyoncé. Personne ne comprend ce qui se passe. C'est ainsi que cette même année, Kanye va être interné de force à l'unité psychiatrique de l'hôpital UCLA à Los Angeles après une forte crise psychotique. À ce moment-là, les États-Unis et la planète entière sont en passe de découvrir que l'un des artistes populaires les plus médiatisés est en fait atteint d'une maladie mentale. Lorsqu'il sort du centre psychiatrique en décembre 2016, le diagnostic tombe. Kanye West est atteint de troubles bipolaires et souffre également de forts épisodes paranoïaques. Concrètement, les troubles bipolaires sont des variations disproportionnées de l'humeur, en intensité mais aussi en durée. Une personne atteinte par ces troubles peut par exemple exprimer la joie par une euphorie très intense et peut aussi bien se retrouver dans un état profond de dépression très rapidement. Il manifeste également des psychoses qui le rendent totalement paranoïaque et qui lui rongent son sommeil, sa tranquillité, enfin bref, sa vie quoi. Mais en fait le truc c'est que ça, il en souffre depuis toujours, depuis son enfance. Il n'avait d'ailleurs jamais été mis sous traitement malgré des signaux forts. Le monde l'apprend presque en même temps que lui. We never had therapists in the black community. We never approached like taking medication. And I think it's good that when I had my first complete blackout at age 5, my mom didn't fully medicate me because I might have never been Ye. La réalité de Kanye West, c'est que c'est un homme malade qui a renié depuis toujours sa santé mentale.
Face à cette situation, il quitte la grandeur des villes américaines et va partir s'exiler à Jackson Hole, en pleine vallée du Wyoming, réputée pour ses paysages et ses parcs naturels. Cette période de sa vie et l'environnement dans lequel il est va l'inspirer à écrire et composer son 7e album studio, Yeah. Tweaking off that 2CB, huh? Is he gonna make it TBD, huh? Thought I was gonna run DMC, huh? I done died and lived again on DMT, huh? It's a different type of rules that we obey. Yeah, season, nigga, we obey. Baby, don't you bet it all on that path of fentanyl. You might think they wrote you off. They gon' have to roll me off. Don't you grow up in a hurry. Your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights. Thank you for all of your glory. You will be remembered. Oh. Sa bipolarité sera le thème principal de ses textes et de tout ce qu'il a traversé, jusque sur la cover de l'album et son inscription « I hate being bipolar, it's awesome ». Dans le premier morceau, « I talked about killing you », il raconte par exemple ses pensées suicidaires, le poids de la bipolarité sur son couple avec Kim Kardashian. Today I thought about killing you. Premeditated murder. You'd only care enough to kill somebody you love. The most beautiful thoughts are always inside the darkest. Il abordera des thèmes très introspectifs tout du long de cet album, considéré comme l'un des plus touchants de toute sa carrière. Et le 8 juin 2018, soit 7 jours après la sortie de Yeah, il envoie ceci. Beautiful man, the sun is horrifying. The stars are left behind. So good it should cost. Brought an alligator, I ain't talking the cost. Made me say, like a mix of Master P and Rick Ross. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. L'alchimie musicale qui existe entre Kanye et Kid Cudi est folle. Everything don't make it fiend don't get your fiend on. Man, can't nobody do it as good as you, man. Ils viennent de pondre un album qui fusionne le psychédélisme et le hip-hop. Les deux artistes, qui ont souffert de problèmes de santé mentale, se livrent tour à tour sur leur expérience et leurs sentiments par rapport à ça. Kids See Ghosts est dans le style à l'opposé de Yeah, sorti une semaine avant. C'est important de relever qu'il n'y a qu'une semaine d'écart entre ces deux projets. Il y a 7 jours. Avec ces deux projets, on passe d'une émotion à l'autre en l'espace d'une semaine. On pourrait clairement se mettre à la place de quelqu'un qui souffre de bipolarité. Et c'est aussi à ça que servent les artistes, c'est-à-dire nous ouvrir l'esprit et essayer de nous faire comprendre ce que l'on ne connaît même pas. Et que ce soit intentionnel ou pas, c'est une interprétation qu'on a le droit d'avoir lorsque l'on s'aperçoit de ce timing de sortie. La session dans le Wyoming a plutôt bien réussi à Kanye. En l'espace d'un mois, il aura produit 5 albums de 7 titres. Déjà parlons-en, mais cette période de productivité de fou, je pense que le Kanye Wyoming, on n'en parle pas assez comme peut-être une de ses plus grosses périodes créativement parlant. Ah, attends, c'est dur. Peut-être je m'avance un peu sur des propos là. Mais une chose est sûre, c'est que l'année 2018 n'est même pas terminée pour Kanye West. Il retourne à Chicago, dans la ville qu'il l'a vu grandir, pour aller travailler sur le projet de Chance the Rapper. Hot damn, hot water, hot shower. Hot Atlanta smoking green cauliflower. Finalement, il ne sera pas présent dans les crédits de celui-ci, mais ce séjour va avoir un impact sur ses nouvelles inspirations artistiques. Chance avait pour projet de faire un album sur le thème de la foi, du mariage, etc. Kanye, à ce moment-là, il était presque désintéressé de la religion. Il croyait en Dieu, mais pas plus que ça, en Jésus ou en n'importe quel autre prophète. Il croyait surtout en lui, et c'était suffisant. Mais après quelques sessions au studio avec Chance et quelques réflexions personnelles, il va renouer avec ses racines et retrouver sa foi envers Jésus-Christ. Kanye est inspiré, il quitte Chicago pour l'Ouganda et va se mettre à travailler sur son tout nouveau projet. Mais on commence à le connaître, il a une petite idée derrière la tête, parce que pour Kanye West, il est inenvisageable de faire un album qui peut ressembler de près ou de loin à quelque chose qu'il aurait déjà pu faire. Are there any worshipers in the house that love Jesus on today? This is the day that the Lord has made, and we've come in the form to rejoice.
Donc ce qu'il va faire pour ce nouveau projet, c'est qu'il va s'associer avec le chef de chœur Jason White et produire un groupe de gospel, le Sunday Service Choir. John 8:36, to whom the Son set free is free indeed. He say the rest like me. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on dit créer un groupe, on pense à ça. Ou à ça. Sauf que là, c'est un groupe de 150 personnes. À partir de janvier 2019, le groupe se produit tous les dimanches, à l'exception du vendredi 27 septembre, date à laquelle sort le 9e album studio de Kanye, Jesus is King. Like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? Hey, we'll think twice, step in onto my land. I draw the line, it's written in the sand. Try me and you will see that. Cet album de rap chrétien reçoit des critiques mitigées de la part des journalistes et du public, notamment en raison des paroles et de l'incohérence des idées de Kanye comparées à ses anciens projets ou à ses prises de parole précédentes. En tout cas, il reste un projet extrêmement bien produit et obtient plusieurs récompenses comme le meilleur album chrétien et le meilleur album gospel de l'année au Billboard Music Awards, ou bien encore un Grammy pour le meilleur album de musique chrétienne contemporaine. Et c'est bête, désolé de revenir sur les records et tout, mais là, à ce moment-là, il s'agit du 9e album consécutif de Kanye West à faire ses débuts au sommet du Billboard. Autrement dit, à ce moment-là, il égale juste le record de toujours. Peu après tout ça, Kanye va se convertir officiellement au christianisme et participe à la production d'un autre album de gospel avec le groupe Sunday Service. Il est apaisé, mais loin d'être guéri. Il va enchaîner des sorties de route, faire des apparitions lunaires à la télévision, jusqu'à se déclarer candidat aux élections présidentielles américaines. As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Kanye semble perdu. La seule personne qui aurait pu l'aider dans un moment comme ça n'est plus là. Et ça, il l'a pas oublié. Thunder, 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 thunder. Nous sommes en 2021. Et si on a bien compté depuis le début, Kanye est en pleine préparation de son 10e album studio. Et cet album-là, il est particulier. Il va pas seulement marquer un tournant dans sa carrière musicale, il va aussi le faire dans sa vie personnelle. Le couple qu'il forme avec Kim Kardashian, connu pour être une relation fusionnelle, finit par éclater après des années de relation. Ce divorce est un choc pour Kanye. Il perd la femme avec qui il a eu 4 enfants, mais aussi parce qu'il met encore plus en lumière ses fragilités aux yeux du public. Et quand je parle de fragilité, je fais référence à sa stabilité mentale. À l'époque, des médias et des fans du monde entier ont pointé du doigt la santé mentale de Kanye comme étant la raison principale de leur rupture. Quoi qu'il arrive, et peu importe les vraies raisons qui soient liées à ce divorce, ça n'en reste pas moins, je pense, une situation relou et difficile à gérer. Donc, en se mettant à sa place un peu 5 secondes, quand tu es en train de faire ton 10e album, avec l'une des thématiques les plus importantes de ta carrière, l'ambition est juste énorme compte tenu de la situation. Depuis ses débuts, Kanye n'a jamais vraiment eu du mal à créer des projets qui lui correspondent, mais pour celui-ci, tout est différent. Même s'il paraît seul, il va vouloir se rapprocher de son public et les faire participer à la création de ce projet. Il va remplir des stades entiers où il présente ses morceaux en avant-première à ses auditeurs. Ça pourrait ressembler à une listening party, chose assez courante dans la musique, mais pas du tout. Là, il présente des maquettes qu'il modifie en fonction de la réaction du public. Dites-vous qu'il est tellement investi qu'il lui arrive même de littéralement vivre dans les vestiaires du stade pour finaliser son album. Il change les morceaux, les remixes, les retravaille encore et encore, repoussant la sortie de l'album à chaque fois à plusieurs reprises. Certains disent que c'est le signe d'un génie perfectionniste, d'autres y voient un homme en plein chaos, cherchant désespérément à canaliser ses émotions à travers sa musique. Initialement prévu en juillet 2020, ce sera plus d'1 an après cette date que ce projet sera rendu public. Vous l'avez compris, il rend hommage à sa mère et portera le nom de Donda.
just for my kid. Everything we did for the crib did hit. Flexing with Fizz this trip. Going Greg 6 with G-Sticks. Lit nigga 76. He spent it. We off the grid. Yeah, look. And I want you to see I can walk on water. 1,000 miles from shore. I can float on the water. Father, hold me close. Don't let me down. Back again, I use my back against the wall. Never caught on y'all, never count on y'all, always count on God. Cet album est profondément personnel. Non seulement il est dédié à sa mère, et comporte un grand nombre de lyrics pour elle, mais il reflète aussi les tensions liées à sa vie privée, et ce projet lui a permis d'exprimer ses émotions comme une sorte de thérapie. Bon, ok, l'album est juste trop long, il comporte 27 sons, soit à peu près 2 heures d'écoute, mais en fait, c'est ce qu'il fallait pour étaler tout l'étendue du talent de Kanye. On y retrouve des samples de soul comme à ses débuts, le retour dans la tracklist de son mentor Jay-Z, des prods expérimentales à la 808 et des chants gospel propres à ses derniers projets. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word, see with new sight into the night. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One less sparkle to follow in my life. Pour ce qui est de la pochette de l'album, elle a été beaucoup critiquée. Beaucoup ont dit que c'est du travail bâclé et qu'il n'y a pas tant de réflexion derrière. De base, plusieurs fuites étaient apparues en ligne. Et la pochette de Donda devait utiliser une œuvre de l'artiste française Louise Bourgeois. Cet artiste a tenté de guérir la perte de sa mère à travers son art, tout comme Kanye West. Ce choix n'était pas fait au hasard. L'œuvre représente une figure maternelle peinte en rouge, une couleur qui évoque le sang, la violence et les émotions fortes. Kanye West a d'ailleurs porté cette couleur rouge lors des soirées d'écoute de l'album et a utilisé cette œuvre pour les affiches de ses événements. Finalement, Kanye a choisi une pochette très simple, mais vous savez quoi, ce n'est peut-être pas juste un fond noir. Des fans ont essayé de comprendre cette image en la regardant sous tous les angles. Et ils ont découvert qu'il pourrait s'agir d'un ciel étoilé peint en noir. Ça aurait du sens par rapport au décès de sa mère, mais ça pourrait être aussi simplement des pixels. En tout cas, le choix de cette couleur peut évoquer plusieurs choses comme l'obscurité, la tristesse, la mort, ou encore un hommage sobre, et ça fait directement écho aux sentiments sombres de Kanye depuis la mort de Donda. Quelques mois plus tard, Kanye va fonder une école privée chrétienne en Californie, école à laquelle il va donner le nom de sa maman, la Donda Academy. L'établissement se concentre sur un enseignement créatif, sportif et spirituel. Kanye a l'ambition de changer la manière dont l'éducation est perçue en liant sa vision avec la passion de sa mère, qui était la transmission et l'éducation. Donda West croyait profondément que l'éducation était la clé pour réussir dans la vie. Elle disait souvent que l'école permettait aux gens d'être libres et de s'améliorer. La création de la Donda Academy par Kanye est donc un moyen pour lui de rendre hommage à sa mère et à son amour pour l'apprentissage. Et la perte de sa mère a tellement été un choc dans sa vie que pour lui, en s'impliquant dans des projets qui sont complètement liés à l'éducation, c'est certes une manière de lui rendre hommage, mais surtout il contribue à faire vivre son héritage. À la fin de l'année 2021, tout s'enchaîne pour Kanye. Il va traverser à nouveau une période difficile avec la mort de son ami proche, Virgil Abloh, qui décède d'un cancer dont il avait gardé le secret. Ils avaient tous les deux une relation très proche, presque comme des frères, et c'est ensemble qu'ils ont commencé à s'intéresser à la mode et au design. Peu après son décès, une démo de 20 minutes sur la prod de Violent Crimes va être diffusée sur internet. Dans cette chute de studio, on y entend Kanye qui rend hommage à Virgil dans une chanson intitulée Brother. Ce freestyle/morceau est très émouvant et difficile à écouter en entier, car on ressent vraiment la douleur de Kanye, qui finit même par s'effondrer en larmes. What's it take to call your brother? Just to say you miss him and you wish you could spend time. What's so serious that you can't just pick up the phone? Let him know you love him and that he's been on your mind. Tell him that you need your brother. Ask him how he's doing and say you've been doing fine. If there comes a point where you just don't know what to say, while you still have him on the line,
Lifeline running through you. Last chance to get foozers. I almost started to tight. What if I had missed the flight? What if I had to the flew to Paris for a hug? Might have done what it does. That's what life does. That is time for the bug. There's a bug on the drug. Flew to Paris for a hug. Flew to Paris for a hug. We'll be brothers forever. What happens to one of us happens to us together. And we'll be brothers forever. We'll be brothers forever. We'll be brothers forever. We'll be brothers forever. Bref, ça va pas ouf pour Kanye à ce moment-là. Pour en revenir à son album Donda, je pense que c'est important qu'on zoome un peu sur les listening parties qui ont précédé l'album, parce qu'elles illustrent parfaitement la démarche artistique de Kanye sur ce projet. Lors de la première représentation à Atlanta, Kanye est apparu dans une vaste arène, se déplaçant seul sur une scène minimaliste. Ce choix souligne sa sensation d'isolement, être seul avec du monde autour. Pendant cette performance, Kanye n'a presque pas interagi avec le public, laissant la musique et les visuels parler tout seul. Pour la deuxième soirée à Atlanta, la performance était plus sophistiquée, avec une mise en scène représentant une petite chambre, censée évoquer l'endroit où Kanye aurait vécu pendant qu'il travaillait sur l'album. Kanye était entouré de personnes habillées en noir, comme si ses démons le guettaient depuis l'extérieur de cette chambre. À la fin du spectacle, Kanye va s'élever dans les airs, symbolisant un moment de renouveau ou de montée spirituelle. Vient alors sa troisième représentation dans sa propre ville, Chicago, et alors là on est peut-être sur l'une de ses performances scéniques les plus audacieuses de l'histoire. Kanye a fait construire une réplique de sa maison d'enfance au centre du stade, représentant un retour à ses racines. Pendant le show, on a même pu apercevoir une femme en robe de mariée, évoquant son ex-femme Kim Kardashian. Cette scène symbolise la rupture et la réconciliation. Il a même invité des personnalités très controversées, comme DaBaby ou Marilyn Manson, à le rejoindre sur scène, c'est-à-dire dans sa maison finalement, pour venir y aborder le thème du pardon et de la rédemption. Pour mettre fin à la représentation, Kanye a mis le feu à la réplique de sa maison, tout en étant à l'intérieur et donc en s'immolant par la même occasion, symbolisant la destruction ou encore la renaissance. Est-ce qu'on se rend compte, au-delà de se dire en mode « il est fou en fait, regardez », est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie qu'il propose artistiquement dès que tu te penches un peu et que tu essaies de comprendre quelle est la symbolique de ce que propose Kanye West? Je vous jure, c'est intéressant de s'y pencher les gars. Cette période-là, c'était pas juste une série de concerts, mais une réelle expérience artistique où Kanye nous plonge dans ses inspirations en fait. C'est tellement Kanye West, tous les symboles représentant les sujets évoqués à travers son album Donda étaient là. Et quand on regarde l'évolution entre la première listen party et la dernière, on constate que chaque show correspond à une période de sa vie depuis la disparition de Donda. Et l'impression qu'on en a, c'est qu'avec ce projet, Kanye ferme une boucle sur sa musique et sur une période de sa vie, presque une période de deuil, dans un seul projet, quoi. Et c'est d'ailleurs pas la seule boucle qui fermera à cette période. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que son tout premier job, c'était dans un magasin Gap? Eh bien la marque va lui proposer en 2020 de devenir directeur d'une ligne de vêtements, Yeezy Gap, en cherchant à rendre la vision qu'a Kanye dans la mode le plus accessible possible. Bon, ce contrat qui devait durer 10 ans n'aura finalement duré que 2 ans, et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, Kanye West se plaignait souvent que Gap organisait des réunions sans lui et copiait ses créations pour leur propre collection. Il y a aussi eu des embrouilles liées à une boutique de Los Angeles dédiée à leur collaboration, où Kanye a fait faire des travaux sans l'accord de Gap, blablabla, et du coup la marque lui réclame près de $2 millions de dédommagement. Mais surtout, suite à une série de remarques antisémites de la part de Kanye, Gap a annoncé qu'elle arrêterait de vendre les produits Yeezy Gap. Mais de manière drastique, c'est-à-dire qu'ils ont même abandonné l'idée de liquider les stocks. Sauf que Kanye, il aime pas se laisser faire. Quelques mois plus tard, en pleine mi-temps du Super Bowl, Kanye va claquer $7 millions pour cette pub-là. Yo, this Ye, and it's my commercial. And since we spent all the money on the commercial spot, we actually didn't spend any money on the actual commercial. But the idea is, I want you to go to Yeezy.com, YEEZY.com, and I'm gonna write it at the bottom of the screen. And I got some shoes, and that's it.
Sur le site, on y retrouvait tout un tas d'articles Yeezy Gap au prix de 20$, ce qui était bien inférieur au prix habituel, et forcément, ça n'a pas plu à Gap. Niveau musique, Donda est à ce jour, en tout cas au moment où je tourne, le dernier album solo de Kanye West. Donda 2 et Donda Deluxe machin, c'est un peu un album inachevé qui a d'abord été sur le Stem Player. En gros, le Stem Player, c'est un baladeur MP3 qui était vendu à 200$ et qui permet de modifier ou de remixer les chansons en séparant les différentes parties comme les voix, la basse ou les percussions. Ça donne aux fans la possibilité de créer leur propre version des morceaux, et aussi pour Kanye, c'est une nouvelle façon de s'émanciper de l'industrie et des plateformes de streaming. Avec le Stem Player, il propose une nouvelle façon de vivre et d'explorer la musique, rendant chaque écoute potentiellement différente, un peu comme il avait tenté de faire sur son album évolutif, The Life of Pablo. Maintenant, si on est honnête, j'en ai un juste ici, n'achetez pas cette merde 200$. En termes de qualité sonore, je sais pas si vous voyez les jouets McDo, voilà. Mais je peux pas retirer le fait que c'est un très bel objet. En fait, comme je disais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Kanye passe sans cesse son temps à essayer de tester des nouvelles manières de consommer la musique. C'est une proposition, t'as le droit de te planter. Il essaie de faire bouger notre manière de consommer la musique, et ça passe des fois par un album évolutif, un baladeur MP3 à la con, ou je ne sais quoi. Enfin bref, on peut un peu avancer dans le temps. Plus récemment, Kanye a annoncé une trilogie d'albums en collaboration avec Ty Dolla $ign, dont 2 qui sont déjà sortis en 2024, Vultures 1 et Vultures 2. I just put a bitch on, bought another nigga home. 5:30, the call missing. No text backs or call misses. I feel like we all victims. Docs is getting moan. Drunk testing, I should not do Patron. Vultures, qui signifie vautour en français et qui provient de l'expression vulture culture, sont des projets où les propos sont axés sur sa frustration envers l'industrie musicale, les médias et les opportunistes, dans lesquels Kanye se représente souvent comme une victime de ces systèmes. Ils sont, eux, les vautours, et lui la proie qui est déjà à moitié morte. Il met de côté les thèmes religieux pour se concentrer sur des sujets plus personnels comme l'argent, les relations ou la célébrité. Who's not entertained by my pain? Who ain't catch a check on my name? When my campaign turned to campaign. And if I go tonight, know that I live a lovely life. Just make sure my kids are right, and it is alright. Benjamin Frank, that's my neighbor. Deep in the night, let's get dangerous. We not the type to point fingers. She took the pipe, now she famous. It's plenty paper in rotation. Dans ces albums-là, Kanye a également expérimenté l'IA, l'intelligence artificielle, en l'utilisant pour modifier certaines de ses voix, ce qui ajoute encore et encore une nouvelle dimension futuriste et expérimentale à sa musique. Vultures 1 et 2 sont des projets intéressants. Mais à l'unanimité, ça n'atteint pas le niveau de ce que Kanye a pu nous offrir avant. Et dans ces projets, on sent qu'il a vraiment mis la production de côté, sans trop qu'on connaisse vraiment les raisons. En conséquence, on perd en profondeur quand il se contente de rapper sur de la trappe. Ça reflète pas vraiment son style, et c'est pas là-dedans qu'on attend Kanye en plus. Si on prend par exemple le son 530, le sample de voix est juste joué en boucle. 5:30, the car missing. No texting, just call missing. We fighting, you won't listen. You right, we both tripping. It's game time. Matter of fact, it's shade time. The past year been a strange time. Visitations on FaceTime. And who gon' break who's heart first? Always just breaks mine. Alors qu'avant, Kanye West, il jouait beaucoup plus avec. Si on compare toutes les propositions instrumentales de ses anciens albums à celles de Vultures,
On peut trouver tout un tas d'exemples comme celui-ci. On a l'impression qu'en se positionnant comme un chef d'orchestre et en laissant la production à des artistes plus jeunes, il se contente d'imiter ce qu'il a déjà fait, au lieu d'innover comme sur chacun de ses projets précédents. Mais alors, comment on explique ça ? Personnellement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'a plus cette pression de l'industrie, peut-être parce qu'il est totalement indépendant et donc libre de proposer ce qu'il veut, mais peut-être trop. Parce que quand il avait cette pression-là, à l'époque de 808, Jesus, etc., il est allé à l'opposé des codes et entre guillemets, il s'est un peu challengé aussi pour aller créer un peu des propositions uniques. Et ça marchait parce que c'est là-dedans qu'il est surpuissant, le gars, en fait. Du coup, ça donne une impression générale où il ne met plus la même ambition dans son art. Et en même temps, pour faire l'avocat du diable, il délaisse sûrement ça à des plus petits producteurs, et ces mecs-là qui bossent pour lui essayent de reproduire sa patte. Et voilà. Attention, c'est très bien, mais ça n'égale pas le niveau de créativité auquel il nous a habitués. Et là, je parle aussi en tant que public, et ça, on le ressent, et du coup, on est déçu. Bon, évidemment, ça reste de l'analyse de comptoir, mais j'aimerais bien avoir aussi votre avis là-dessus en commentaire, parce que pour moi, ça reste un mystère, et peut-être qu'en croisant nos avis, on aura une explication plus concrète à ce qui se passe. En tout cas, récemment sur Instagram, il nous a donné l'impression, sans remettre au fourneau, on dirait bien qu'il est sur une suite. En tout cas, avec les Vultures, le public s'y retrouve moins, d'autant plus que Kanye adopte un ton presque cynique, et semble beaucoup plus préoccupé à se justifier et à se présenter comme une victime sur des sujets où il est difficile de lui accorder du crédit. Tout ça, ça laisse une impression mitigée et un petit goût amer, et c'est peut-être la première fois de sa carrière qu'il ne nous impressionne pas et qui ne nous surprend plus. On n'en a pas parlé, mais l'un des thèmes les plus récurrents, je pense, de Vultures dans les thématiques qu'il aborde, c'est la cancel culture. La cancel culture, c'est tout simplement un boycott d'une partie du public, d'un artiste, on va dire. Et clairement, Kanye s'y oppose. Et là, vous me dites, comme par hasard, en même temps, il a été énormément pointé du doigt comme étant une personne problématique de par ses actes ou ses prises de parole. Alors, qu'il parle de la cancel culture, oui, ok, mais blesser d'autres personnes et faire des excuses en vite fait, c'est pas possible et c'est juste trop tard. Il est temps d'en parler et de comprendre pourquoi Kanye est sûrement plus connu aujourd'hui par les jeunes pour ses polémiques que pour sa musique. Au début de sa carrière, Kanye n'avait pas la même image que les autres rappeurs des années 2000. Sa musique était à l'opposé du gangsta rap et lui a donc donné l'image du mec sympa, se portant loin des opinions politiques et des polémiques. Quand il a fait sa déclaration sur George Bush en 2005, George Bush doesn't care about black people. Le public a été choqué. Personne n'aurait pensé que Kanye, le mec cool, puisse dénoncer quelque chose d'aussi grave dans une situation de catastrophe naturelle. Beaucoup de personnes l'ont soutenu, affirmant qu'il avait raison, mais d'autres ont critiqué cette déclaration, tout simplement parce qu'ils étaient surpris que quelqu'un comme Kanye prenne position. Sauf que prendre position, c'est aussi le rôle d'un artiste. Et Kanye, c'est quoi ? Bah oui. C'est un peu la même démarche qu'au MTV Awards de 2009, où il est monté sur scène et il a pris le micro de Taylor Swift pour dire que Beyoncé méritait plus qu'elle ce trophée. Alors oui, la maladresse est bien réelle, mais c'est comme s'il ne pouvait pas rester indifférent face à une situation qu'il considérait lui comme une injustice. Mais parlons concrètement, tout commence à sérieusement se dégrader en 2013. Lors de la promotion de son album Jesus, Kanye a fait des déclarations publiques où il se comparait à des figures divines ou des prophètes. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a God. Il souhaite que le nom de cet album, qui est une contraction entre son surnom Yeezy et Jésus, devienne son nom de scène officiel. Face à ça, le public est juste perdu. Est-ce que c'est une parodie de la religion chrétienne ? Ou lorsque c'est un acte premier degré qui témoigne de son ego surdimensionné, les gens commencent à avoir du mal à suivre. Vient alors l'année du craquage. Après un séjour à Paris où sa femme, Kim Kardashian, a subi un cambriolage à main armée, il va enchaîner les crises de paranoïa et ne dort plus du tout sereinement. Il annule sa tournée San Pablo après une série de discours controversés sur l'industrie musicale et envers son mentor Jay-Z et sa femme Beyoncé. Il finira l'année en étant interné de force dans un centre psychiatrique. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là que vraiment l'image de Kanye va commencer à se détériorer de par l'intérieur et enfin par l'extérieur. En 2018, Kanye a publiquement soutenu Donald Trump pendant sa campagne. Vous vous rappelez sûrement de cette photo où il porte une casquette avec le slogan de Trump ? Ce soutien a été très mal reçu auprès des fans. Il a déclenché des discussions sur ses implications politiques,
mais aussi sociale. Personne n'a compris comment Kanye, issu d'une éducation engagée envers la lutte contre les inégalités, je rappelle que son père, certes peu présent dans son éducation, mais a quand même fait partie des Black Panthers, comment est-ce qu'il pouvait soutenir un politique considéré comme d'extrême droite en ayant des idées discriminatoires? Cette même année, il va sérieusement déraper en interview en déclarant que l'esclavage était un choix. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Et là, c'est l'enchaînement. Cette déclaration a été très critiquée pour son manque de sensibilité et surtout de compréhension de l'histoire. He's coming from a place of privilege. He lives in a bubble. He's a celebrity. Frankly, I'm disappointed. I'm appalled. And brother, I am unbelievably hurt. Kanye va essayer de revenir à plusieurs reprises et s'expliquer indirectement sur cette sortie. Pour lui, en tant qu'artiste, il dit qu'il s'est senti à plusieurs reprises esclave d'un système dont il n'avait pas le choix d'accepter les termes. Au fond, il déteste être mis dans une boîte et être redevable de quoi que ce soit envers les autres. Pour lui, on est tous esclaves de quelque chose, patati patata, et on a accepté des conditions, d'où la notion de choix. Alors, ok, Kanye est un personnage hyper complexe, ça c'est des choses qu'on peut entendre, mais mec, pourquoi prendre l'exemple de l'esclavage en fait? It is a choice, just like when I said slavery is a choice. The reality, we can make our own reality. On voit où il veut en venir. Et rien ne nous assure après ces explications que c'était bel et bien ce à quoi il faisait allusion, tout simplement car c'est juste le pire exemple qu'il pouvait utiliser. Le mec est un des représentants de la culture afro-américaine le plus connu de la planète, et c'est pas un scoop si je vous dis que cette communauté a déjà bien trop souffert, donc l'incompréhension va s'installer peu à peu auprès du public. Peut-être que son explication était sincère, peut-être que c'était du damage control. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que cet exemple n'était clairement pas le bon, et surtout faux historiquement. Et voilà, de toute façon, vous le sentez venir, et je pense que vous le savez aussi, c'est ainsi que Kanye va commencer à s'enfoncer de plus en plus, médiatiquement parlant. Malgré toutes ces sorties de route et l'incompréhension du public, Kanye va prendre la décision de présenter sa candidature à la présidence des États-Unis en 2020. Is this a joke or is Kanye West serious about his run for the presidency? En vrai, il a des idées politiques, comme tout le monde, mais pour être président, il faut des plans concrets pour appliquer ces mesures. Et Kanye n'en avait juste pas réellement, ou du moins rien n'était clair à 100%. Et il a par exemple évoqué vouloir répartir les richesses, mais sans avoir de réelles idées de comment on fait, et comment on va faire pour y parvenir. Yesterday he announced the formation of a new political party which he named, get this, the birthday party. Because when we win, it's everybody's birthday, he said. On rappelle qu'il y a 2 ans, il soutenait Donald Trump, et là il propose des mesures qui sont exactement à l'opposé du parti de Trump qu'il soutenait. We're going to go world problems one by one. Research, mental health, education, one by one. Face à ça, les gens en général sont perdus et on voit juste un mec qui perd le contrôle et qui s'affiche tout seul. My dad wanted to abort me. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. En parallèle de tout ça, il va partager des théories du complot, des affirmations non fondées sur les réseaux sociaux. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. Alors déjà qu'on ne savait pas trop où il voulait aller avec tout ça, il a fini par tuer lui-même sa crédibilité dans la course à la présidentielle, même si je pense que peu de gens y croyaient au départ, soyons tout à fait honnêtes. En 2022, comme si tout ça n'était pas suffisant, Kanye va nous sortir des déclarations antisémites sur les réseaux et dans les médias. I didn't realize that I could be considered anti-Semitic till I read one of the definitions. The definition says, making mendacious, demonizing, or stereotypical allegations about Jews, such as especially but not exclusively the myth about a world Jewish conspiracy or of Jews controlling the media. So this right here is a chart of Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS, CBS News. The red are the executives that are Jewish at these companies. What I don't understand about this Kanye stuff is if Jews do control the media, then how are we still seeing a new interview with Kanye every day? Il ne veut plus diaboliser les nazis, émet des suspicions face à l'Holocauste,
et déclare au sujet d'Hitler « Cet homme a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai marre de ça. » I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Alors, oui, ok, Kanye veut voir le meilleur dans chacune des personnes, etc. Je pense qu'il y a une liste de personnes qui fait un peu l'unanimité, où on est tous d'accord pour dire que on n'a pas besoin de trouver du bon en ces gens-là, tant le mal qui a été fait prend le dessus. Règle logique, donc évidemment, vu le passif de quelqu'un comme Hitler, bah ça passe pas. Et ça passera juste jamais, en fait. Vous voyez pourquoi on peut pas défendre ce gars ? C'est chaud, vraiment. Suite à ses propos, il sera largement boycotté, plusieurs plaintes seront déposées contre lui, et il perdra des partenariats commerciaux comme celui avec la marque Adidas ou encore Gap. He said, I can say anti-Semitic things, and Adidas can't trap me. Now what? Adidas trapped that nigga immediately. Un an plus tard, il va publier un message d'excuse en hébreu sur Instagram. Et même s'il fait ça pour arranger les choses, c'est juste trop tard. En un an, il s'est passé des choses et il a déjà causé trop de problèmes. Techniquement, ça pourrait suffire à te dire « Ah ok, casse-couille, un peu relou quand même le type. » Pas fini. 2022, un autre truc qui a fait quand même pas mal de bruit. Kanye va apparaître au défilé de sa collection Yeezy à la Fashion Week avec un t-shirt « White Lives Matter ». Alors, un poil de contexte, ce slogan est souvent lié à des groupes d'extrême droite aux États-Unis et a été utilisé pour répondre de manière provocante au mouvement Black Lives Matter. Difficile de croire qu'il y aurait un énième message caché derrière ce t-shirt, ça se passe de commentaires. Disons plus simplement que c'est une époque terrible pour être un fan de Kanye West, et c'est désolant. Je vais pas pouvoir revenir sur toutes ces polémiques, j'ai cité celles qui me paraissaient les plus importantes, dans le sens où celles qui ont pris le plus d'ampleur niveau médiatisation et réaction du public, mais il y en a juste trop. Il y a eu des propos tellement graves et déplacés qu'au final, il tend à ne rester connu aujourd'hui uniquement qu'à cause de ça, et plus du tout par rapport à ce qu'il a apporté au rap, et même à la musique en général. Quand j'avais l'idée de faire une vidéo sur Kanye West, je voulais vraiment axer ça sur le génie musical, etc., parce qu'il fait partie, moi, de mes références, c'est un des artistes avec lesquels j'ai grandi, et en termes de production purement, c'est à mes yeux le meilleur, mais en tout cas il est dans le top. Et je me suis dit que c'était cool de prendre ce risque-là, de l'aborder via ce spectre-là, parce qu'il n'est pas assez mis en avant, et en même temps à juste titre. Les polémiques sont tellement importantes que c'est juste logique que son art passe au second plan médiatiquement. Je vous apprends rien, l'être humain est plus attiré par le négatif que par le positif. Le négatif stimule notre cerveau et le pousse à s'adapter à des comportements et des situations de plus en plus complexes. Et là, Kanye pousse la complexité au max avec ses polémiques, et au final, avec le temps, ça le dessert et nous, en tant qu'auditeurs, on finit par saturer. Alors oui, sa maladie mentale pourrait expliquer certains de ses dérapages, mais ça ne pourrait pas non plus les excuser. Ses problèmes psychiques sont bien trop complexes pour que nous, auditeurs, puissions dissocier ce qui relève de la maladie à ce qui relève de sa véritable vision des choses. Je vous laisse vous renseigner sur les symptômes de la bipolarité, c'est ultra complexe, mais ça relève trop de la médecine pour établir le niveau d'implication de sa maladie dans ses dérapages. Au même titre que lorsque Kanye West a vécu son 808's Heartbreak, je pense que nous tous, fans de Kanye à la base, avons vécu le nôtre à différentes périodes, tout du long de ces polémiques. Je dirais qu'il est difficile à oublier, comme une ancienne relation ou bien la perte d'un ami. On réécoute ses vieux projets, comme si on regardait d'anciennes photos avec plein de nostalgie ou de remords. Et puis on a l'espoir qu'un jour, tout s'arrange. Life's just not fair. Life's just not fair. Kanye, qui aujourd'hui souhaite se faire appeler Ye, est avant tout un créateur visionnaire. Quelqu'un qui a complètement redéfini ce que le rap pouvait être. Il a mélangé des styles qu'on n'avait jamais associés au rap, comme certaines rythmiques, des samples de soul pitchés vers les aigus, du gospel, de la pop, même de l'électro, de sorte à créer un son unique qui a bouleversé tous les codes. Il est un artiste qui a marqué le rap et la culture de manière profonde. Kanye a apporté une diversité incroyable, ouvrant la voie à de nouvelles générations d'artistes qui n'ont pas peur d'innover et d'explorer de nouveaux horizons.
Briser les barrières, imposer sa vision, sortir des cases, c'est ce que Kanye exprime à travers n'importe quelle forme d'art auquel il s'est exercé. Malheureusement, la vie ne lui a pas rendu les choses faciles. Lui qui déteste se sentir prisonnier de quelque chose, il a dû se battre et se bat encore contre la prison psychique de la dépression que lui a imposé le deuil de sa mère et ses problèmes de santé mentale. Malgré ça, il a toujours cherché à obtenir une certaine liberté, que ce soit en quittant la fac pour vivre de sa passion, en créant plusieurs labels pour se défaire de l'industrie, ou bien dans ses prises de parole. Artistiquement, Kanye West est peut-être le plus grand artiste de ce siècle. C'est un créateur à part, avec sa propre vision, ses propres messages, et qui se renouvelle sans cesse, que ce soit dans la mode ou bien dans la musique. Évidemment, toutes les polémiques qu'il provoque ternissent son image et donnent raison aux personnes qui appellent à le boycotter sous prétexte qu'il est dangereux et un humain loin d'être sain. Mais je pense sincèrement, enfin j'espère, qu'il aspire, comme beaucoup d'entre nous, à devenir un meilleur humain. Ce n'est pas quelque chose de simple, et même si on a l'impression que les choses empirent pour lui, on ne peut pas nier qu'il essaie de s'améliorer. Que ce soit en se tournant vers la religion, en essayant d'être un bon père pour ses enfants, ou bien en orientant toute sa production artistique autour du thème de la liberté. Parce que oui, quand il brise les barrières, impose sa propre vision, sort des cases, à travers n'importe quelle forme d'art qu'il pratique, c'est simplement son expression artistique de la liberté. Il nous transmet tout cela dans le but de nous inspirer à nous émanciper de nos vices, de nos contraintes et des problèmes auxquels nous faisons tous face. Aujourd'hui, il est difficile d'aimer Kanye West. En réalisant une vidéo sur sa vie, je voulais surtout parler de sa musique, car c'est ce qui a fait de lui un des plus grands artistes de sa génération. J'hésiterai pas à dire qu'il est aussi l'un des artistes les plus influents de notre époque, tout style de musique confondu. Dans tous les domaines qu'il a touchés, son impact est indéniable et continuera de marquer les générations à venir. Merci pour ça, en espérant qu'il réussisse à devenir un jour un meilleur homme, pour son entourage, pour les gens qui ont pu le soutenir un jour, mais avant tout, pour lui-même. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. What I can say is run, fly, go as fast as you can. Don't stop. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. I don't care about having a legacy. I don't care about being remembered. I didn't come here to be liked. I came here to make a difference. To this date, they do not understand who I am. They will not understand till after I'm gone. For me, money is not my definition of success. Inspiring people is a definition of success. Doing things to the maximum. Because in 100 years from now, everyone in this room will be dead. And what did you do while you were here? No trial left behind. No trial left behind. No trial left behind. No trial left behind. Merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo. J'ai pris un plaisir particulier à la faire avec l'un de mes meilleurs potes parce que c'est quelque chose qui nous touche. On a aimé rentrer dans ces détails-là. Je pense que c'est le genre d'artiste qui mérite qu'on prenne un peu plus le temps de décortiquer tout ça. Je vous demande pas d'être d'accord avec tout. Il y a pas mal de choses qui sont aussi de l'interprétation de notre côté. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous lire, d'échanger dessus. Et pour rappel, je remercie Oli. Si vous êtes resté jusque-là, je vous en supplie, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous, tous ces trucs un peu de YouTube que je ne fais jamais. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le truc, à vous abonner, même à me laisser un petit commentaire. C'est toujours agréable d'avoir un peu de lecture pour nous le soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon mois, une belle année, peu importe. Salut, bisous.